J'aimerais que la lecture soit liée au plaisir et que ce soit pas juste lié à quelque chose de difficile qui est l'apprentissage, la connaissance, le savoir, quelque chose dans lequel on est dans l'échec. Quand on se marre autour d'un livre, on n'est pas dans l'échec, on est dans le plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Yep, si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique, que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Et c'est l'heure de la pub. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et surtout de recevoir une contribution financière de la part de leur communauté. Oui, absolument. Alors si vous aimez un créateur ou une créatrice, quelle que soit ce qu'elle fait, vous pouvez la soutenir financièrement juste parce que vous aimez ce qu'elle fait. En fait, vous n'êtes pas non plus obligé, si vous avez envie de créer une page Patreon, de fournir des contreparties. Parce que déjà ce que vous faites, ça vous demande beaucoup de temps et donc du coup c'est super déjà de recevoir un petit quelque chose. Ça permet en premier de rapprocher les fans avec les créateurs. Oui, et de produire ce que vous faites. Alors évidemment, c'est toujours cool quand il y a des contreparties, comme des épisodes bonus d'un podcast, comme le nôtre. Hein. On a les patates par le patate. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, si vous voulez développer un projet et que vous aimeriez simplement fédérer une communauté autour de votre projet, Patreon est la solution. Yes. Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com. Et avant de démarrer cet épisode, Jérémy, tu peux nous dire comment ça va ? Ça va, voilà, la vie de papa à la maison. Je fais une grosse dédicace et un gros bisou à tous les papas et toutes les mamans qui nous écoutent. Ouais, il faut jongler avec l'emploi du temps, le chaos. Ouais, exactement. Bon, et toi ? Ouais, de mon côté, le chaos, c'est plutôt cool. Ça s'est bien passé là, les 2 derniers mois. J'avais beaucoup de taf. Puis avec tous les impératifs qu'on avait aussi sur le podcast, ça enchaînait vraiment bien. J'étais un petit peu sous l'eau. Je suis très content d'avoir passé cette tempête. Et finalement, d'être à nouveau sur des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines. Oui, on peut se focaliser beaucoup plus sur Sens Créatif. Ouais, complètement. Moi, ça me prouve aussi qu'encore une fois, c'est pas la peine de se mettre la tête en pastèque, quoi. Et puis d'avoir peur de ce qui arrive. En fait, faut s'adapter. Et j'adore ça, quoi. Ouais, c'est kiffant, c'est clair. C'est kiffant. Bon, sans plus attendre aujourd'hui, on est très content de vous parler de Valérie Cussaguet, enfin de vous la présenter surtout. Valérie Cussaguet ainsi que Rosen Sanson. Les Fourmis Rouges. Yes. Les Fourmis Rouges, c'est une maison d'édition indépendante qui est basée sur Montreuil. Et on a eu la chance d'être reçus par Valérie et Rosen dans les locaux en fait des Fourmis Rouges. Ouais, ça fourmillait de livres. Il y a des livres partout. Ouais, ça c'était très chouette. En fait, ouais, c'est un petit peu l'image que vous pouvez vous faire d'une petite maison indépendante qui est aussi une fourmilière. Je vais continuer sur les blagues sur les fourmis. Valérie, en fait, elle est dans le business depuis un bon moment. Elle a commencé chez Gallimard à la fin des années 90. Elle a fait un long passage en fait chez Thierry Magnier, où elle était directrice de collection. Tu as travaillé avec elle à ce moment-là. Et ouais, à cette occasion-là, en fait, on a pu travailler ensemble. C'était vraiment super sympa. J'en garde un très bon souvenir. Et Valérie a eu l'occasion un jour, sans que forcément ça soit son rêve, elle a eu l'occasion en fait de fonder sa propre maison d'édition. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est une sacrée aventure. Et donc on va explorer un petit peu sous tout son parcours. Et un petit mot aussi sur Rosen, puisque c'est la chargée de promotion de relations libraires et journalistes. Donc on a pu discuter également avec Rosen de toute la partie com en fait d'une petite maison d'édition. Du coup, dans cet épisode, on discute du parcours de Valérie Cussaguet dans le milieu de l'édition et de ce qui l'a amené à créer sa propre maison d'édition, Les Fourmis Rouges, donc en 2013. On va également parler de son alignement, de sa ligne éditoriale et puis aussi de l'importance de suivre son instinct. On discute également du parcours de Rosen Sanson et ce qui l'a amené à rejoindre l'aventure il y a quelques années, de ce qui les motive à sortir du lit le matin, à savoir atteindre les enfants et leur donner envie de lire. Valérie et Rosen nous partagent également quelques ingrédients de ce qui fait la secret sauce des Fourmis Rouges. Oui, on aime bien ça, la secret sauce. Il y a de l'acide formique dedans. On verra. On discute également de la chaîne du livre et comment elle collabore avec leurs auteurs et leurs autrices, ainsi que les différents prestataires. On va parler également de leur philosophie alternative en termes de décroissance. Ouais, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est complètement contre-intuitif. Oui. Et on aime bien, nous, ça, ce qui est un peu contre-intuitif. Et puis elles répondent à la fameuse question, les fourmis rouges sont-elles militantes ou engagées ? Et pour terminer, si vous êtes auteur-autrice, restez jusqu'à la fin, parce que Valérie et Rosen répondent à des tas de questions que vous vous posez sûrement. Comme comment approcher les éditeurs sur les salons, est-ce qu'on doit le faire par email, quelles sont leurs préférences graphiques, et puis aussi, Jérémy, l'épineuse question de la rémunération des auteurs. Indeed. J'ai adoré la réponse. Alors, sans plus attendre, on vous laisse écouter notre interview avec Valérie et Rosen. Bonne écoute. Bonne écoute. En fait, on se retrouve dans les locaux des Fourmis Rouges à Montreuil. Ouais. Et on est en compagnie de Rosen et de Valérie. Bonjour. Bonjour. Ça va, merci. Déjà, merci de nous recevoir. Nous, on est très honorés parce qu'on adore les albums des Fourmis Rouges. Grave.
grave. Et ce qu'on voudrait peut-être pour commencer, Valérie, c'est que tu nous racontes un tout petit peu ton parcours. Et depuis 1992 où tu as fait tes premières armes chez Gallimard. Oui, t'es drôlement renseigné. On fait pas les choses à moitié. Hein. J'ai fait. Non, mais ça donne une idée de mon âge aussi. Donc j'ai démarré, j'ai fait 3 ans chez Gallimard, effectivement, et puis 3 ans chez Bayard, et puis 13 ans aux éditions Thierry Magnier. Je m'occupais des albums. C'est là que je suis vraiment devenue éditrice, chez Thierry Magnier. Donc là, c'était de 98 à 2011. Voilà. Au moment, Thierry m'a appelé au moment où il créait la maison, en fait. Donc on a démarré tous les deux en 98. Donc ça a été une sacrée aventure. Ça a été une sacrée aventure, ouais, tout à 98. Fait. Alors j'avais 4 ans. Je te remercie. Ouais, je pourrais être ta mère. Donc de 98 à 2011. Oui, ça a été une sacrée aventure, très excitante. Enfin, j'ai vu ce que c'était de démarrer une maison, de la créer. Enfin, c'est bien pour ça qu'après je voulais pas faire la mienne. Oui, parce que voilà, je voulais pas recommencer. J'avais tout donné. Est-ce que tu avais vraiment fait un cycle après ces 13 ans chez Thierry Magnier et tu voulais pas qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un break? Alors, un break, c'est-à-dire que je suis partie. Voilà, pour des raisons. Voilà, je m'ai pas du tout pour créer ma maison. Je suis partie. Et parce que je me dis, quand on en a marre, il faut partir, il faut pas rester et se rabougrir et devenir aigri. Mais je suis partie comme une grosse folle quand même, parce que du coup, j'avais pas de travail en fait. Et t'avais pas de travail, est-ce que t'avais des envies? J'avais envie de trouver un autre poste d'éditrice. C'était ça mes envies, tu vois. C'était pas du tout. Et alors des gens me disaient mais pourquoi tu crées pas ta maison? Mais je crée pas ma maison parce que j'ai déjà fait une fois et que ça demande une énergie de fou et que j'avais l'impression que j'étais un peu vieille quoi maintenant pour faire ça. Et donc j'ai cherché du travail pendant 1 an. J'ai vraiment cherché du travail. J'en ai pas trouvé. Si j'en avais trouvé, je serais pas là en fait peut-être. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et c'était quoi ta question? Ça veut dire qu'à un beau jour, tu as l'idée en fait de lancer ta maison d'édition. Donc comment tu arrives en fait à il y a eu moment-là? différentes étapes. Donc d'abord le fait de pas trouver de travail. À un moment je me suis dit mais je vais devoir quitter l'édition en fait. Je trouve pas de travail, c'est un cauchemar quoi. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu ça, c'est marrant, j'en parle rarement mais en fait, ça a été tout à fait fondamental. Il y a eu ma conseillère Pôle emploi. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé des conseillers Pôle emploi? Non, alors non, ça m'est jamais arrivé. Et justement, je me demande comment ça se passe. Non, mais j'avais une conseillère Pôle emploi et à un moment, donc à chaque fois, je lui disais, j'ai rencontré telle personne, j'ai envoyé mon CV à telle personne. Enfin bon, voilà. Et elle m'a dit, mais enfin, vous avez l'air quand même d'avoir beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Pourquoi vous créez pas votre maison? Je dis non, je veux pas. Puis mais tu voulais pas d'argent. Parce que c'était. J'avais pas d'argent. Et puis, Et aussi, t'avais vu les coulisses et tu dis c'est trop lourd. Parce que j'avais pas envie de recommencer ce que j'avais déjà quand même vécu avec Magnier, quoi, d'être dans un seul bureau à 2, une ligne de téléphone. Enfin bon, voilà, aller à la poste. 25 000 fois. Merci Rosen. Je l'avais fait tout ça, je l'ai fait. Bon, donc voilà, bref. Et puis elle m'a dit, je vous inscris à une réunion de gens qui créent leur entreprise. D'accord, elle t'a forcé un petit peu la main, quoi. Un peu. Et j'y suis allée et il y avait, il demandait de donner des éléments quand même, chiffrés. Et donc j'ai préparé, c'est mon côté bon élève. J'ai fait comme ça. J'ai vu, les coups de fab, les ventes prévisionnelles. J'ai fait à mon niveau une espèce de mini business plan en 3 temps, 3 mouvements. Et je suis arrivée à cette réunion. Bon, ça c'est un autre, mais tout à fait folle parce qu'il y a des gens de tout univers, de toutes conditions, ça c'est autre chose, mais qui m'a complètement fascinée. Et tout le monde crée son entreprise. Et en fait, là, j'ai été mise, on m'a dit, vous, faut aller vers telle association parisienne qui va vous soutenir. Enfin bon, voilà. Puis bref, c'était parti. Il y a eu ça. Il y a eu, mais je raconte toujours la même chose, mais voilà. Mais il y a eu il y a eu Daniel Dastug du Rouergue
qui de temps en temps m'appelait, et elle m'a appelé un jour et elle m'a dit mais pourquoi tu la crées pas cette maison? J'ai dit mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Elle m'a dit l'argent ce n'est pas un problème. Ah, génial. Dit, c'est pas un problème quand on en a quoi, mais voilà. Et elle me dit non tu vas voir si tu as un projet et tout ça va ça va passer, ça va se passer. Enfin, tu vas trouver quoi. J'ignorais qu'elle t'avait donné ce conseil. En fait, alors c'était marrant parce que ça a été fondamental en vrai parce que quelqu'un comme elle, qui est aussi une businesswoman, je veux dire parce que faire des livres, je sais faire l'édition des livres, je sais faire. En revanche, diriger une entreprise, c'est autre chose. Ça, c'est un autre métier que je ne connaissais pas. Elle t'a poussé à sauter dans le vide. Elle m'a donné la confiance. Ah ouais. Vas-y. Et ça, ça a été important. Et puis surtout, j'étais amie avec Brune Bottero, que je voyais, on s'était connus. Elle avait fait un remplacement congé maternité chez Thierry Magnier, et donc on continuait à se voir. Et elle aussi, elle cherchait du travail. Et de temps en temps, on prenait un café ensemble, et voilà. Et c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, ok, toute seule, je veux pas créer ma maison. Je savais aussi je voulais pas créer une maison avec 2 personnes qui se seraient occupées de l'éditorial, parce que ça, j'en ai connu et ça marche pas, parce qu'en fait, on veut faire les livres, on veut pas partager l'éditorial avec quelqu'un. Voilà, il y a des concessions à faire. Il peut y avoir des conflits aussi. J'avais vraiment dans la tête quelque chose d'extrêmement cloisonné, et que voilà. Et Brune, elle, son truc, c'était la communication. Et donc, à un moment, je lui ai dit, mais dis donc, au fait, ça te dirait, toi, voilà. Et c'est comme ça, ça a été ça le déclic. Donc, on a créé ça toutes les deux. D'accord. En 2013, c'est ça, hein? En 2013, ouais. Et puis les auteurs, qui évidemment, il y avait des auteurs, mais depuis 2011, qui me disaient. Quand est-ce qu'on refait un bouquin ensemble? Je vais même te dire, il y en a même, en vrai, mais ça m'a énormément touchée. Puis ça aussi, ça m'a donné la confiance, comme ils disent les jeunes. Non, il y a des alors même que j'avais plus de maison, il y avait des gens qui me montraient leur boulot, enfin voilà, pour que je dise, enfin voilà, donner ton avis, envie de regard de l'éditrice. C'est vachement compliqué. C'est des binômes qui se créent, qui peuvent être précieux, quoi. Donc voilà. Et moi, j'étais déboussolée. C'est assez intéressant ce moment-là, ça a été intéressant pour moi aussi par rapport à la construction de la maison en amont, parce qu'à un moment la question s'est posée de savoir si je serais pas agent. Ah oui. Et en fait, bon alors j'aime pas les agents. C'est lancé. Non, parce que je pense qu'à terme ça pourrait être catastrophique pour le paysage éditorial pour plein de raisons. Mais bref, je parle des agents d'illustrateurs. Non, mais j'ai réfléchi et en fait je me suis dit. Évidemment, à Agent, on travaille avec les auteurs, mais en réalité, ce que j'aime dans mon métier, c'est d'abord ça, c'est travailler avec les auteurs, les illustrateurs, les illustratrices. Mais en vrai, ce que j'aime aussi, c'est bâtir un catalogue. Et les agents, ils font des choses et ils les déposent, en gros, là où ça paye le mieux. Enfin bon, je caricature un peu, mais ça veut dire qu'ils peuvent apporter des projets dans toutes les maisons. Et moi, ça, je me suis dit, mais en fait, ça va pas être pour moi. Et j'ai réalisé à quel point ma part de création dans les éditions, en vrai, c'est créer la maison. C'est-à-dire, c'est bâtir le catalogue. Et ça, je me suis dit, mais ça m'intéresse vachement, en fait. Et je peux pas me priver de ça. Je peux pas juste travailler avec les auteurs. Et moi, ma part à moi, c'est de mettre brique après brique, un auteur après un autre. C'est ça qui m'intéresse. Pour toi, c'est la définition de la part créative, en fait, de l'éditrice. En tout cas, il n'y a pas que ça, parce que j'interviens parfois dans les scénarios, dans des choses quand même. Mais en vrai, j'ai pris conscience de ça au moment où j'ai réfléchi à la possibilité d'être agent. Et c'est là que j'ai découvert ça. C'est là que j'ai découvert à quel point cette partie-là, en fait, elle me plaisait beaucoup, beaucoup. Ça, c'était ton alignement, tes fondations. Oui. Ouais, mon alignement. Je ne sais pas ce que tu veux dire par alignement. L'alignement, en fait, c'est quelque part, c'est l'alignement, c'est la ligne. On parlera de s'il y a une ligne éditoriale ou pas aux fourmis, mais c'est ce qui va conduire en fait ton envie profonde en fait d'aller vers quelque chose. Justement, tu parlais de construction, ça c'est très intéressant, quoi. Brique par brique. Ouais, brique par brique. Et puis au bout d'un moment, moi j'ai l'impression que les briques sont toutes différentes les unes des autres, alors que les jointures vont être bizarres, quoi, pour filer la métaphore. Et puis en réalité, non, ça fait un mur un peu solide, quoi, qui tient bien la route, et puis un mur que les gens ont l'air de reconnaître comme étant un mur spécial. Ouais. Même si pour moi, c'est un peu difficile de l'intérieur. Et je me souviens au tout début, mais ça me le faisait chez Magnier aussi. En fait, quand les livres arrivaient, je les regardais les uns à côté des autres et je me disais, si finalement ça va, en fait, ils vont bien ensemble, en fait. Mais c'est pas évident, parce que j'ai l'impression de faire à chaque fois
livres très différents les uns des autres. Tu te définis comme une éditrice éclectique. Je me définis, c'est-à-dire que c'est ce que les gens disent parfois. Mais en fait, quand on regarde le catalogue des fourmis, en fait, c'est pas juste une jolie formule, quoi. Ça se voit vraiment. Enfin, les livres, il y en a pour un petit peu pour tous les goûts. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase de stratégie militaire. On se le dit tout le temps. Ça, ouais, on se l'a dit souvent. C'est que le meilleur plan de bataille, c'est ne pas avoir de plan de bataille du tout. Alors, est-ce que finalement, voilà, chez vous, est-ce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de ligne éditoriale aux fourmis? Et est-ce que c'est ça la ligne éditoriale? Alors, c'est très différent de ne pas avoir de plan de bataille et ne pas avoir de ligne éditoriale. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, j'ai des plans de bataille. C'est obligatoire, de toute façon. C'est obligatoire. C'est obligatoire, sinon la maison se casse la gueule. Donc, pour moi, j'ai des plans de bataille. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que je dose, par exemple, le risque. Donc, je dose le risque. Bon, ça, c'est un plan de bataille, doser le risque. Oui. Mais en revanche, je m'interdis... Enfin, Ici, c'est Montreuil. Il y a des ambulances. Les gens sont malades, mais pas plus qu'ailleurs. Non, bien sûr. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est une formule, hein, parce qu'évidemment, il faut toujours faire des plans de bataille. Mais c'est vrai que c'était un vrai. Au départ, cette histoire de ligne éditoriale, c'était une prise de tête. C'était un complexe. Pourquoi? C'est un vrai complexe. Parce que je sais pas. Parce que j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Tu disais que chez Thierry Magnier, au final, tu avais cette impression-là. Oui, mais j'étais pas très sûre de... Enfin, voilà, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai. En fait, je pense qu'en vieillissant, plus ça va aussi, plus je me sens un peu plus ferme dans mes goûts, dans ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Est-ce que c'est beaucoup... Tu fonctionnes beaucoup au feeling? Tu suis que ton intuition. Mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde votre catalogue, quand je lis vos livres et quand j'ai un peu écouté tes interviews, etc. Moi, je dis, mais elle fonctionne au gut feeling, quoi. Et c'est la seule boussole. Mais c'est pas très original, hein. Je pense. Non, je pense pas qu'il y a plein d'éditeurs qui font ça. Enfin, je veux dire, toujours les éditeurs disent oui, je fonctionne au coup de cœur. Non, souvent c'est comme ça. Oui. Bon, après, à part si t'es vraiment dans une maison hyper grand public où là, ça va être très réfléchi, il va y avoir des études de marché. Là, c'est complètement, c'est un autre métier en fait que je respecte. D'ailleurs, je respecte, parce qu'il est nécessaire. Enfin, je le respecte complètement. Les fourmis n'éditent pas énormément de livres par an, donc du 12, coup, 15, en fait, le regard que tu vas avoir sur ton choix éditorial est extrêmement important. C'est hyper sélect. Tu peux pas, tu peux te tromper. J'imagine que pas souvent. Tu t'es pas trop trompé, ça. Voilà. Tu peux, mais ça peut arriver. C'est pas que je me suis pas trompé souvent, c'est que je n'ai pas le droit. Oui, voilà. De par contre, c'est là où je voulais en venir. Tu n'as pas le droit de te tromper. Ouais, alors je me suis rendu compte en faisant aussi peu que il y a autre chose. Enfin, je parle souvent de ça, mais il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, c'est de refuser les livres dont on sait que potentiellement il pourrait nous conduire à d'autres livres avec ce même auteur et en même temps celui-là est pas assez fort. Donc ça c'est un handicap quand même aussi d'en faire si peu à cause de ça. C'est-à-dire il y a des moments où c'est vraiment compliqué, quoi. Et puis, mais en même temps, pour la com, par exemple, ça change tout d'avoir que 10, 15 livres à défendre ou d'en avoir 35. C'est un luxe, en fait, parce que ça donne vraiment l'impression... Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus le temps de travailler en amont, pendant, d'accompagner vraiment les auteurs, de réfléchir un peu... je sais pas, des liens avec des librairies, des événements, de la promo PLV, affiches, tout ça. Ouais. Oui, vous plus posément, bien quoi. Vos auteurs. Ouais, on essaye. C'est moins la foire, quoi. Oui, c'est ça. Il y a moins ce sentiment d'urgence. C'est aussi de se dire, celui-là, en fait, ce livre-là, je vais pas avoir le temps de le défendre correctement. Je le sais déjà. Ouais. Là, il y a vraiment un sentiment, oui, plus... alors, il y a pas mal de boulot aussi, quand même, mais c'est plus tranquille, en fait. C'est plus apaisé, je trouve. Dans la réflexion, quoi. Et concrètement, du coup, ça ressemble à quoi pour toi le travail c'est ça, aux fourmis? Du coup, c'est déjà avec Valérie, en fait, on est dans le même bureau, donc il y a un truc aussi où le bureau est partagé. Hein. Ouais, c'est une pièce. Oui, voilà, c'est une pièce, donc on se parle beaucoup, en fait, même si on parle pas que de travail à longueur de journée, mais il y a aussi un truc où on peut se poser des questions directement, et c'est plus facile à suivre comme ça, je trouve. Et après, en fonction des livres, on échange un peu en disant tiens, ce serait bien de faire, par exemple, pour tel. J'ai pas un exemple en tête précis, quoi, mais
Pour le livre de Marie Mergen, par exemple, Fémurimo, là, c'était un album un peu déjanté sur une agence de squelettes qui tombait mi-octobre. Donc, tout de suite, je me dis, une expo au musée de Poche, ce serait super. Elle est cool, ce musée. Pour Halloween. Pour Halloween. Enfin, on s'est c'est marré. Pas Halloween, normalement. Enfin, c'est pas notre truc, mais là, ça s'y prêtait un peu. C'était un hasard, en fait. Ouais, c'était un hasard, ouais. Mais du coup, on a joué le jeu à fond. On a fait un lancement là-bas où on a fait un buffet avec des yeux en litchi, enfin des trucs. On s'est bien amusé, quoi. Ouais. Et après, l'idée, c'est pas seulement de faire des one-shots, c'est aussi que sur la durée, on puisse proposer l'auteur sur des salons, faire des choses cohérentes, en fait. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe, c'est le fun. Tu disais le fun. Je trouve que votre catalogue, il est fun. Et c'est trop bien. Et pas que le catalogue. C'est-à-dire que, justement, pour moi, ce qui est important dans une maison, c'est une grande cohérence. C'est d'avoir une cohérence sur l'ensemble des choses. Alors moi, je suis un peu chiante, j'ai beaucoup de mal à déléguer. C'est-à-dire que j'aime bien avoir une vision sur tout ce qui se fait, y compris la com. Parce que c'est pas envisageable une seconde, par exemple, qu'on fasse des livres fun et que la com soit un peu plus, un peu moins fun, quoi. Tu vois. Et ce fun dont tu parles, c'est aussi, pour moi, il est absolument nécessaire. Alors, en même temps, le fun est touchant aussi. Attention. Les livres ont une vraie profondeur. Hein. Ah oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, voilà, exactement. Et parce que mais ça, c'est ce qu'on est aussi nous. Enfin, je veux dire, c'est aussi ce que tu ressens en lisant ces livres qui sont très drôles. C'est parce que moi, on est capable de rire de trucs qui sont pas très drôles en fait des fois. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est quelque chose d'essentiel pour moi dans la vie en général et donc dans la maison. En particulier. La mort, par exemple. Ouais. Voilà, la mort. Moi, j'ai pu déconner. Ça, c'est. Je pense que j'ai fait marrer des gens dans l'église le jour de l'enterrement de mon père, parce que j'ai fait un texte et c'est important pour moi et cette façon d'aborder des sujets, et les enfants sont très très réceptifs à ça. Et c'est quelque chose, je pense, de l'enfance, ça aussi, d'avoir une espèce de légèreté permanente, alors qu'en fait, non. Alors qu'en vrai, il y a des profondeurs abyssales. Oui, l'enfant n'est pas que légèreté. Non, bien sûr que non. Et justement, en fait, aux fourmis, qu'est-ce que vous voulez apporter aux enfants, en fait, au travers des albums ? C'est une grande question. Ouais, c'est une grande question. Moi, ce que je veux, c'est que les enfants, ils aiment lire, en fait. Ça me tient à cœur. Alors peut-être que justement l'humour, ça participe à ce qu'on réussisse à les faire aimer lire. Pourquoi ? Enfin, c'est ça mon but ultime. Même s'ils restent pas aux fourmis, ce que je veux dire, c'est que même s'ils vont vers d'autres livres, évidemment, ils vont aller. Oui, d'ailleurs, un enfant ne regarde pas les maisons d'édition. Bien sûr. Il ouvre un livre. En fait, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe beaucoup, et je suis très sensible à ça, c'est ce déterminisme social qui fait que, suivant que tu vas être dans une famille où tu as des livres ou dans une famille où tu n'as pas de livres, tu vas être bon ou pas à l'école. Enfin, je veux dire, quand tu as des enfants, alors, tu le sais déjà a priori tu le sais, mais quand tu as des enfants ça se voit, mais de manière incroyable. C'est-à-dire que tu as déjà l'impression que tu as des enfants, tu sens qu'ils sont déjà en échec scolaire la dernière année de maternelle, et moi ça me donnait envie de pleurer, alors même que c'était des enfants très vifs à la première année de maternelle. Enfin, il y a un truc là qui est vraiment, faut les choper, faut les saisir. Et il me semble que un enfant qui découvre le livre simplement au moment où il va apprendre à lire, c'est la catastrophe. Voilà. Et donc, j'aimerais les choper. Alors, je suis pas toute seule, hein, il y a plein d'instituts qui font merveilleusement. Évidemment, ils ont des livres, et là, il y a les bibliothèques. Enfin, en France, on a un réseau de médiathèques, qui est complètement formidable. Ouais. Mais j'aimerais que la lecture soit liée au plaisir, et que ce soit pas juste lié à quelque chose de difficile qui est l'apprentissage, la connaissance, le savoir, quelque chose dans lequel on est dans l'échec. Quand on se marre autour d'un livre, on n'est pas dans l'échec, on est dans le plaisir. Et ça, voilà, je vais pas faire avec mes petites mains toute seule, mais c'est vraiment, il me semble que l'humour me permet de réussir ça. Après, j'ai tout à fait conscience aussi que nos livres, ils sont pas dans toutes les familles, que parfois ils sont un petit peu, ils sont pas très compliqués en vrai. Non, c'est vrai. Non, on l'a vu aussi ce week-end. Là, on était au salon BD Colomiers là. Ouais.
Et il y a eu plein d'enfants qui sont venus sur le stand, d'eux-mêmes qui feuilletaient les livres, qui se marraient. Enfin, il y avait un truc... et je pense la série des crottes de nez, par exemple. Enfin, Ouais, évidemment. c'était bah oui. assez fou, quoi. Parce que direct, ils arrivaient en mode les crottes de nez. Enfin, ouais. Oui, mais Il y a les boulettes de pied. ça, c'est maintenant oui, aussi. Il y a 4 Attention. albums, hein, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas vendu en supermarché, on va pas être dans toutes les familles, quoi. Non. C'est ça que je veux dire. C'est Mais que je veux dire quand que même, c'est on pas a un Choupi, hein, canal. c'est sûr. Bah voilà, Ouais. on a quand même un canal de Ouais. diffusion, de distribution qui fait que. Après, on retrouve les albums des fourmis dans les bibliothèques et dans les médiathèques. Ah bah oui, C'est- très bien. Il Ouais, n'y ouais. a pas une médiathèque où je suis allé où j'ai pas vu un album des fourmis, quoi. Puis on est très bien diffusé en librairie aussi. Enfin, il y a un vrai Moi- soutien de la part des libraires. Moi, je sais que c'est aussi ma culture graphique et mon amour d'illustration et des illustrateurs et des illustratrices qui m'ont fait aussi rentrer dans votre catalogue, parce que c'est genre, c'est machin, c'est machine qui a dessiné là, etc. Et donc, du coup, je pense aussi que pour les personnes qui ont une certaine culture graphique, Bien sûr. c'est... Ouais. Ouais, mais je suis aussi attentive quand même. Bah oui. Effectivement, non, on n'en a pas encore parlé. Ouais, ouais. Mais je suis très attentive à ça. Mais c'est vrai que quand même, il y a une dimension politique dans mon travail Ah oui. qui pour moi est essentielle. C'est-à-dire cette dimension politique de réussir aussi à choper des enfants qui sont pas forcément très familiers avec l'écrit, avec le livre, et d'arriver à leur faire plaisir, quoi. Et ça, c'est important pour moi, cette dimension-là de l'enfant. Parce que, bon, je dis toujours ça, mais c'est vrai que quand on fait des livres pour les enfants, on peut être tenté parfois de publier des choses vraiment très compliquées, Ah oui. très élitistes. Parce que, et c'est nécessaire aussi pour faire avancer l'édition jeunesse. C'est absolument nécessaire. Pour aller au bout des choses. Bien sûr, c'est très important, mais je suis pas forcément cette éditrice-là. Mhm. Voilà, j'ai besoin que ce soit, il y a quand même un niveau d'accessibilité suffisant, quoi. Voilà, et je pense qu'il y a derrière une dimension politique. Ouais. C'est hyper agréable parce qu'il y a une vraie justesse, enfin, dans le sens où moi je sais que quand je vais voir un film d'un grand réalisateur et que dernièrement on a été voir The French Dispatch de Wes Anderson, et moi j'aime beaucoup Wes Anderson, mais il y a tellement de références et tellement de trucs que je suis presque ressorti frustré en me disant j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout compris, ça m'énerve. Que quand tu vois un réalisateur qui va faire un film, qui va s'éclater, qui va pas te prendre pour un neuneu, mais qui va toujours rester accessible, c'est hyper agréable. Et moi, c'est quelque chose que je ressens dans votre catalogue, à ce côté, il y a cette exigence de faire les choses presque jusqu'au boutiste, de les faire vraiment bien, mais de rester accessible. Et ça, c'est top, quoi. Enfin, Écoute, si tu le vois, c'est bien. Oui, effectivement, c'est toujours ce que j'ai en tête. Ouais, c'est important. Et là, c'est ce que disait Rosen. Colomiers, en fait, il y a un truc qui m'a bouleversée. Il y a deux choses qui m'ont bouleversée à Colomiers. Il y a une petite qui est arrivée, qui a vu une super histoire de cow-boy de Delphine Perret. Et qui s'est mise, elle était là toute contente. Elle m'a dit, elle a ouvert le livre et elle s'est mise à le lire. Et en fait, elle sait pas lire. c'est drôle. Et en fait, elle le lisait. Alors, elle a voulu absolument que je reste jusqu'à la fin. C'est qu'elle le connaît par cœur. Elle est en grande section de maternelle. Elle le connaît par cœur. Et elle était là et elle suivait. Enfin, c'était super. Et ça, c'est très, très touchant, quoi. Oui. Et elle était tellement fière. Et je lui ai dit, je peux te filmer, comme ça je vais envoyer le film à Delphine Perret qui a écrit le livre, ce que j'ai fait. Et donc voilà, et ça c'est très touchant. Et on se dit, on a un métier formidable, quoi. C'est génial. Ça, et puis le fait que il y ait une mère qui est arrivée avec son enfant de 3 ans. Parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du public là, parce que ça fait un petit moment. Bah oui, il n'y a pas eu de salon. Et donc, il y avait un enfant qui avait donc 3 ans. Et qui était fou quand il a vu Une maman c'est comme une maison, et puis il a dit mais c'est mon livre, tout ça. Et en fait la femme m'a dit on m'a offert ce livre quand j'étais enceinte, ça a été un grand moment d'émotion en tant qu'adulte de lire ce livre, mon bébé est né, et en fait ça a été un nouveau moment d'émotion de partager ce livre avec lui dont il est devenu fou amoureux. Ce livre, c'est son livre, quoi. Donc elle dit, c'est notre livre. Et c'est un moyen de repartager des souvenirs, en fait, dans le temps, quoi. Et en fait, c'était formidable de voir que ce bébé, il a grandi avec ce livre. Je le voyais sur le salon, il avait 3 ans. Et ça, évidemment, avec ce livre-là, c'était la première fois que ça m'arrivait, parce que on a eu un long temps comme ça. Et donc, me dire, voilà, pendant le confinement, il y a eu des livres qui étaient dans les maisons, des bébés qui ont grandi avec. Et ça, c'est génial. Alors maintenant, comme je suis très vieille, il y a même des adultes qui viennent me voir. Non, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. En disant, mais c'est
vous qui aviez publié ce livre-là. Enfin, voilà, c'était, oh là là, il m'a accompagné, tout ça. Nous, c'est une amie qui nous a offert une maman, c'est comme une maison à ma femme quand elle était enceinte de notre premier. Il a 3 ans maintenant. Et Bébé Ventre, qui est sorti il y a peu. Et en fait, je suis redevenu papa pour la 2e fois il y a un peu moins d'1 mois. Et on a mis l'affiche au-dessus du lit de notre 2e. C'est le petit bonus dans le livre. Ouais, c'est ça, l'affiche, la jaquette du grand frère qui tient la main du petit frère. Ou de la petite sœur, pardon. Et voilà, mon fils, il adore, il a cette affiche et il connaît le livre, le premier, et puis le second, ça fait le lien avec son petit frère qui bientôt dormira dans sa chambre quand il pleurera plus. Mais voilà, tu vois, c'est une petite parallèle. C'est merveilleux d'accompagner, de savoir qu'on est dans les familles et qu'il y a une vie du livre. Après, qui nous échappe complètement, et j'adore ça, en fait, c'est formidable, quoi. Et de voir que les enfants, de voir que les enfants sont fous de nos livres. Alors à Colomiers, ils sont fous des crottes de nez. Alors là, on était en rupture, on a des problèmes comme tout le monde de réimpression avec les pénuries de papier et tout. Donc on était en rupture sur 2 des titres, ils vont arriver la semaine prochaine. Bon voilà. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce public de Colomiers et connaissaient tous les crottes de nez, c'est-à-dire qu'en fait ils disaient mais il y en a pas une nouveau, en fait ils attendaient le dernier, ils voulaient venir acheter le dernier, enfin c'est dingue quoi. Ils posaient tous la question mais même ici c'est hyper rigolo. On est dans un immeuble avec un immeuble d'habitation, on n'est pas dans une boutique, et donc il y a une porte en face et c'est un monsieur qui habite là avec sa fille, et au tout début des crottes de nez, on les connaissait pas, nos voisins, et puis au moment de la sortie du 2e, c'était que le 2e, ça frappe un jour à la porte, et puis il y avait ce voisin avec sa petite qui était, je crois, en CP. Et CPCE1, et il dit bonjour, il paraît, alors moi je suis pas trop au courant, mais il paraît que vous venez de sortir un deuxième album sur des crottes de nez. Il dit je crois que c'est sa mère qui a le premier. Et je lui dis mais je regarde la petite. Et je pense qu'elle avait pas ni Instagram ni Facebook, quoi. Et je dis mais comment tu le sais? Ils en parlent dans la cour d'école, tu sais. Regarde, le nouveau crotte de nez, je te le fais à moitié prix, tu vois. C'était ça. Ouais, vas-y mec. Mais c'était ça. 2 carambars. Ils en avaient discuté entre eux dans l'école. Alors ça, quand ça c'est arrive, génial. T'imagines, c'est niveau dessin animé, quoi. Ouais, c'était super, quoi. Hendrik et Morisseau, ils sont extraordinaires. J'ai une chance inouïe de pouvoir travailler avec eux. Comment tu les as découverts? Parce que je sais que c'est votre best-seller, c'est votre duo. Pour expliquer aux éditrices et auditeurs, ce sont aussi des artistes, en fait, ce sont pas seulement des auteurs-illustrateurs. Mais c'est votre best-seller de la maison. Oui. Et comment, donc c'est eux qui t'ont envoyé leur... Ils m'ont envoyé par mail. Et tu t'es dit, Eureka. Alors, en vrai, je les connaissais pas, moi, quand ils me l'ont envoyé. Je me souviens très bien. En fait, c'était le soir, je regardais ça à la maison, enfin, mes projets à la maison. Et en fait, je vois, oh non, encore un lourd qui m'envoie un lien WeTransfer qui fait genre 500 mégas, quoi. C'est pas possible. Donc, je m'apprêtais à répondre. Non, mais envoyer un PDF léger, c'est pas possible de faire ça. Pour un premier contact. Et puis là, je vois Panique au village des crottes de nez. Et moi, je suis une fan absolue de Panique au village. Ah oui, c'est génial. Ah ouais, c'est formidable. C'est du belge, ça. Bien sûr que c'est des belges. Tata Robière. Je les adore, quoi. Donc, moi aussi. Tous fans alors ici. Ah ouais, c'est formidable. Et donc, comment il cheval Panique au village, quoi. Tout de suite, je me dis, des crottes de nez. Oui. Deux trucs que j'adore, quoi. Ça va être la phrase d'intro, ça. La collision de deux univers. On va tweet j'adore les crottes de nez. J'ai téléchargé le projet et tout de suite, j'étais waouh. Comme quoi, un bon titre extraordinaire. Ah bah oui, voilà. Peut provoquer l'intérêt. Et donc voilà, alors je dis toujours oui, j'aime bien quand même que ce soit pas juste un livre avec plein de gags et puis c'est tout. J'aime qu'il y ait quand même quelque chose de profond derrière, enfin qu'il y a quelque chose un contenu. Bon bah là, il y a moins de contenu, on va dire, mais c'est une explosion c'est merveilleux, quoi. C'est graphiquement, on peut ne pas aimer, hein, mais c'est entre les Barbapapa, oui, c'est ça, voilà. des Barbapapa et on peut dire ça, ouais. C'est ça, entre Moumine et Barbapapa. Il y a un univers graphique extraordinaire, ils sont hyper talentueux. Et une maîtrise de la narration aussi, enfin tout est formidable, quoi. Et moi je m'en lasse pas. Et le premier, tous ça me fait ça. Mais en fait, moi je me rends compte si les livres ils vont tenir la route, parce que moi je continue à rigoler en fait tout le long de quand
quand on fait un livre, on les voit beaucoup les images quand même. Oui. En fait, à chaque fois, je remarque un C'est détail. bon signe et je si. suis pliée de rire. Ouais. Bah oui, c'est bon signe. Un livre qui continue à me faire rire tout le temps, Ouais. alors que j'en suis à je sais pas combien de fois. Enfin, voilà, ça, je me dis ça va plaire aux enfants qui vont le lire 800 000 fois. Ah oui, voilà. bien sûr. Et aux parents qui vont être obligés de les lire aussi. Donc voilà, ça c'est important pour moi. Oui. Et je m'en rends compte. Parfois c'est trop tard quand je m'en rends compte. C'est-à-dire que l'inverse, maintenant ça m'arrive moins. Mais l'inverse a pu m'arriver. C'est-à-dire un engouement pour un projet. Ah ouais. Et puis au bout de plein de lectures et de travailler dessus, je me lasse. Ouais. Et je me dis, aïe, zut. Si moi je me lasse, les enfants vont se lasser, les parents vont se lasser, tout le monde va se lasser. Merde, mais c'est trop tard. Ouais, Ça ça m'arrive va plus remettre tellement. l'humour, quoi. Ouais. Ça m'arrive plus tellement. Je parle pas seulement de l'humour, je parle, mais ouais, ça m'arrive moins avec l'expérience, ça arrive un petit peu moins. Il y a des ingrédients dans les albums, notamment l'intemporalité. Je crois que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. L'intemporalité. L'intemporalité. Ah, je crois que je l'ai mal dit. Ah non. Je le refais alors. Ouais, L'intemporalité. Ouais. Et justement le fait que les albums puissent exister finalement à n'importe quelle époque, parce que c'est l'histoire et le storytelling qui Tu veux qui est dire intéressant. le fait qu'on soit un petit peu en dehors de la mode ou quelque Ouais, chose. voilà, C'est exactement, c'est ça. Mais je pense notamment à Changer d'air de Jeanne Macaigne. Ah oui, magnifique. Voilà, moi je trouve, quand j'ai ouvert cet album, je me suis dit, tiens, je me replonge dans les albums des années 70, tu vois. Moi j'ai C'est l'impression de vraiment- voir Claude Ponty quand je vois. Voilà, on est un petit peu dans cet univers-là, Ouais. complètement. Et en même temps, le sujet est super actuel. Donc je trouvais que la confrontation était très forte. Et c'est pas le seul album chez les Fourmis qui joue là-dessus, en fait. Alors je pense qu'on décide pas l'intemporalité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, on se dit pas tiens, je vais faire des albums intemporels. Non, je non. pense pas du tout. Je pense que en revanche, alors ça vraiment, j'arrête pas de parler de mon âge, c'est dingue, mais non, mais c'est pas mon âge, c'est l'expérience. Je pense qu'avec l'expérience et après avoir un peu fait ses preuves entre guillemets, je suis un petit peu moins. Je me fous un peu de ce que vont penser les gens, de mes choix. Je sais pas comment dire. Au tout début. Non, mais je pense que c'est important. Au tout début, je pense qu'en vrai, je me regardais publier des livres, comme on peut se regarder écrire ou se regarder dessiner. J'exagère un peu, mais j'avais envie d'être un peu à la mode, quoi, à la pointe, quoi. Tu vois, de voir. Je sais pas comment expliquer, mais Tu t'appelles ça un manque de confiance. bien sûr, Voilà, c'est ouais, un d'accord. manque de confiance, bien sûr. Alors que maintenant, je me fiche de ce que vont dire les gens. Si je publie quelqu'un de très classique, les gens disent mais c'est bizarre, c'est un peu classique quand même, c'est pas très révolutionnaire. Je m'en fous un peu. Mais ça, c'est le privilège de l'expérience, vraiment. De se faire Où d'un confiance, seul coup, j'ai un peu plus confiance en moi et je me fiche de l'image que. Mais c'est vrai d'ailleurs dans plein de domaines. En fait, je suis en train de me dire, ça fait partie du bonheur de vieillir où on se moque un peu de comment on est habillé, on se moque un peu de ce que vont penser les gens de ce qu'on publie aussi. Enfin, je me moque pas du tout, mais ce que je veux dire, je me détache de la nécessité d'être à la mode ou dans le vent. D'être dans quoi. le coup. Dans le vent, Ouais. c'est tellement une expression datée, je crois, être dans le vent. Voilà. Béatrice Allemania, que j'avais aussi interviewé sur le podcast, elle parlait dans son dessin de je m'en foutisme contrôlé. C'est ce côté genre vraiment aborder son dessin ou son travail, quoi que ce soit, genre avec une désinvolture absolue et en même temps tu maîtrises comme toi, elle a de l'expérience. Alors, est-ce qu'elle sentait que ça s'amplifiait en vieillissant ou est-ce qu'elle a toujours eu ça? C'est ça la question qui est intéressante. Oui, c'est vrai. Moi, j'imagine que c'est l'expérience, mais ce serait formidable que nos plus jeunes auditeurs qui écoutent le podcast, c'est assez difficile quand on se lance dans les métiers créatifs, que ce soit l'illustration ou l'écriture, etc., d'avoir ce lâcher prise. Il y en a, par exemple, moi je suis fan absolu, c'est peut-être une parenthèse, mais de Emily Gleason que tu as aussi édité. Je ne sais pas comment fait cette fille. Moi, c'est au fur et à mesure du temps que je me lâche de plus en plus. Pourtant, j'ai que 33 ans et j'ai encore beaucoup de chemin devant moi. C'est vrai qu'elle a déjà ce truc-là. En fait, et elle a déjà ce départ. truc-là, ce truc de. Et voilà. Et quelque part, nous, on connaît pas mal de personnes, notamment qui gravitent autour du podcast, qui rêveraient tous, tu vois, d'être de travailler là-dedans. Mais il y a tout le monde a cette sorte d'hypervigilance de se regarder dessiner, se regarder écrire, alors qu'en réalité, on se rend bien compte que est-ce que je vais plaire est-ce que ça va séduire? Comment dire, la formule magique, c'est ce je m'en foutisme. Je l'entends tout le temps, en fait. La formule magique, c'est d'avoir du talent, je crois. Surtout. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les illustrateurs, les illustratrices qui tracent leur chemin
qui savent où ils vont, ou en tout cas qui explorent, qui avancent, qui sont dans une démarche vraiment de recherche artistique, en fait, et pas juste du faire un peu. Enfin, ceux qui développent un univers, c'est ça l'assurance en gros d'être la justesse. de perdurer. C'est-à-dire que si tu as ton propre cheminement et si tu t'écoutes en fait, et si tu vas là où tu as envie d'aller, à ce moment-là, je pense que t'es dans le bon chemin. Oui. C'est ça qui fait et puis il faut avoir du talent, hein, parce que si tu suis Puis ton c'est des chemin, gros mais que bosseurs ça- aussi, non? Je crois qu'ils bossent à fond. Enfin, je crois Alors, il y a ça qu'Emily aussi. Dickinson, elle. Bon, je crois qu'il n'y a Elle pas trop de. dessine, Oui, elle carbure il y a pas à trop de mort. doute Oui, là-dessus, oui. je pense que. Du talent, beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Oui, il faut et puis produire. un certain Ouais, lâcher prise, j'imagine. Mais en même temps, beaucoup de travail, et en même temps, parfois, Oui. en vrai, je t'as vois. des albums, ils mettent 1 an à être faits. Enfin, voilà, et et puis d'autres fois, ça va très vite. Enfin, je veux dire, il y a. Non, je pense qu'il n'y a pas de règles Ça, formelles. Ça, mais là-dessus. c'est vrai quand même que les gens qui travaillent, ça se sent aussi. Une phrase qu'Aurore Petit m'avait dit justement dans son interview sur Sens Créatif, c'était « Il n'y a rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur ». Et ça m'avait marqué, parce que je sais qu'à titre personnel, par moment, je pouvais un petit Tu peu... sens la sueur. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais que le dessin sent la sueur. Et de toute façon, pour moi, le podcast, c'est un long processus de lâcher prise, en fait. Et donc, voilà. Et un an, je passe. Ouais, c'est ça. Tu parlais de la prise de risque tout à l'heure en tant qu'éditrice. Est-ce que tu vois ça en fait le risque comme une sorte de curseur en fait que tu bougerais en fonction du projet en fait sur lequel tu travailles? C'est-à-dire que parfois, c'est aussi une question de quantité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'en fasse trop des risqués. Et donc, et puis je peux parfois prendre des risques en me disant, ça, il va dans une direction qui est formidable. Ça va m'attirer d'autres gens qui vont peut-être voir cette direction, qui vont l'aimer, qui vont se retrouver là. Donc ça va faire venir à moi des gens qui se retrouvent dans ce travail-là. Donc ça peut aussi être pour ça que je publie un livre, même si je le sens. Ou bien vraiment que ça m'a touché énormément, même si pour les enfants c'est un peu plus compliqué. Je pense au travail d'Attaque, par exemple. Ouais. Je pense à Martha, par exemple. C'est un livre, moi, qui m'a énormément touchée parce qu'il raconte, en fait, c'est l'histoire de la disparition. Alors j'adore le travail d'Attaque. Oui. Je l'aime lui. En tant qu'être humain, j'aime beaucoup. Et on rappelle, il vient de l'illustration underground, et donc il a fait énormément de livres en sérigraphie qui étaient vendus dans les librairies bien spécialisées. Avec les Frémoc. Voilà. Ouais. C'est ça, avec les Frémoc. Et donc moi je l'ai découvert, avec effectivement c'est un livre de série. J'ai découvert, je sais plus, en 97. Oui, ouais, c'est ça. Comme ça. C'est à peu près ça. Et par Art Factory, c'était effectivement, j'ai acheté un bouquin de Frémoc. Enfin bon, bref. Mais donc voilà. En tout cas, Attaque, ce livre-là, Martha. Donc j'en ai publié plusieurs de lui chez Manier, mais. Martha, c'est l'histoire d'un oiseau que les humains ont fait disparaître en très peu de temps. Et c'est une histoire assez édifiante parce que, en fait, c'est un oiseau qui ne se reproduit que quand ils sont en colonie, mais immense, parce qu'en vrai, les femelles ne pondent qu'un œuf par an, ce qui est extrêmement peu. Ça veut dire que si on commence à les tuer même un tout petit peu, en fait, ils disparaissent. C'est un péril direct. Ils sont obligés, pour la survie de cette espèce, ils sont obligés d'être en colonie de milliers d'oiseaux. Bon. Et à un moment, parce que ça détruisait les récoltes quand ils passaient, bon bref, on a commencé à les tuer. Et en fait, les humains se sont rendus compte qu'ils étaient en train de les faire disparaître. C'était des magnifiques oiseaux, c'était des pigeons, des colombes, des tourterelles voyageuses. Alors ça dépend des traductions, il y a différentes traductions, mais en français. Donc pas le pigeon parisien. C'est pas le pigeon parisien, non. Mais c'est un oiseau absolument magnifique. Et les humains s'en sont rendus compte, mais ils n'ont pas réussi à faire marche arrière. Et donc à un moment, il s'est retrouvé il y a la dernière qui s'appelait Martha, qu'on a gardée dans un zoo. On en avait récupéré 4. On pensait qu'ils allaient se reproduire et ils se sont pas reproduits. Et donc à un moment, tout le monde est venu voir cette
7 oiseaux femelles qui étaient la dernière de son espèce. Donc c'est Une très extinction touchant. programmée, quoi. Une extinction et surtout très très rapide et très c'était très touchant et cette histoire m'a réelle. Ah bah oui, là tu touches à la mort, à la disparition, à l'écologie. C'est des thèmes qui sont extrêmement forts. C'est très fort. Ouais. Puis l'histoire aussi. C'est une histoire qui est très forte, très belle, mais qui a du mal à trouver son public parce que c'est pas très gai. Donc voilà, je le savais, mais il y a quand même quelque chose dans ce livre qui me plaît énormément et qui peut toucher certains enfants, mais il faut que ça arrive jusqu'à eux, parce que les livres pour enfants c'est acheté par des adultes. Oui, c'est un peu l'enjeu, comment toucher l'adulte pour toucher l'enfant. Je fais une petite parenthèse sur Martha, il y a une expo en ce moment. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Vas-y. C'est ça qui revient. Non, oui, à la médiathèque Violette-le-Duc, dans le 11e, ouais. Il y a une belle expo d'originaux, etc., avec pas mal d'objets aussi en volume d'attaque. Ça, oui, c'est super sympa. Ouais. Et donc les Fourmis, en fait, font des expos itinérantes des albums, enfin pas de tous les albums, j'imagine. Itinérantes, non. En fait, on essaye de développer des fois des expositions, mais c'est plutôt à la faveur des auteurs aussi, s'ils ont envie, eux, de faire un peu tourner leur travail. Enfin, après, c'est pas systématique, quoi, parce que nous, en fait, on n'a pas la logistique ici au bureau de faire tourner. Il y a quand même, c'est beaucoup de boulot, en fait. Faut l'assurance, faut les malles, faut après contacter les bibliothèques, c'est un boulot à part entière, quoi. Donc, on essaie plutôt de faire ça avec d'autres structures, encore comme le musée de poche, par exemple. Ouais. Et voilà, après, on fait quand même un peu des expos sur les nouveautés. Par exemple, je disais Marie Mergen, là, au musée de poche, encore. Après, dans des salons aussi, des fois, il y a des expos, mais ça, c'est plutôt avec les programmateurs aussi que ça se deal directement avec les auteurs. Enfin, voilà. Là, on va faire une exposition de tirage, mais ce sera plutôt début janvier. Avec la médiathèque Vaclav-Havel. Une façon aussi de rentrer dans le catalogue pour les gens qui connaissent pas du tout la maison, quoi. Mais c'est plus large, quoi. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas d'enjeu d'expo à chaque fois, mais quand il y en a, c'est une bonne façon de faire découvrir la maison, quoi. On n'est pas 2024, quoi. Non, clairement. Non, mais parce que voilà, ils ont développé un savoir-faire là-dessus. Oui, ils sont super forts, qui est énorme. Et nous, on n'est pas à Strasbourg non plus, quoi. Non. On n'a pas des locaux, enfin voilà, quoi. C'est pas... Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, du coup, Rosen? Ça fait combien d'années que tu as rejoint l'aventure? Ça fait, c'était en juillet 2020. D'accord. Ouais, donc un an et demi, quoi. Ouais. T'étais arrivé à la bonne année, toi. Voilà, pile poil. C'est confinement. C'était comment, du coup, cette période Covid, et puis toi qui arrives et on t'assigne la communication, c'est pas rien, dans une période où on peut plus sortir et plus voir les gens. Mais en même temps, moi, quand je suis arrivée en juillet 2020, on avait encore le droit. C'était entre 2 confinements, quoi. Du coup, je sais plus, on est perdu, on s'arrête pas. Ouais. C'est vrai. L'intemporalité. Non, au début, je crois que je devais arriver en mars, et puis on a repoussé un peu parce que c'était trop compliqué au niveau du contexte. Et après, donc, j'ai commencé vraiment. Peur. Ah ouais peur de quoi? Non, mais allez, entrons dans le dark side. Non, mais moi, en fait, j'étais chez Helium avant, et du coup, j'ai travaillé chez Helium pendant 8 ans. En tant qu'éditrice? Non, chargée de communication aussi. D'accord. Ouais, l'éditrice, c'est Sophie Giraud. Et à l'époque, il y avait Gilberte Bourget aussi qui s'occupait des romans et tout ça. Et voilà, et j'avais un peu envie de me diriger vers une structure un peu plus petite. Enfin, j'avais envie de changer, quoi, j'avoue. Ouais. Et donc, le confinement est arrivé, donc voilà. Voilà quoi. Ça a un peu paralysé les choses, quoi. Enfin, moi, je me disais, en gros, parce que Helium fait partie du groupe Actes Sud, quoi. Donc, il y a quand même une sécurité derrière. Il y a un petit filet où on se dit, bon, enfin... C'est pas un petit filet, hein, c'est un grand groupe. Oui, voilà. Mais oui, c'est sûr, voilà. Appelons un chien un chat. Petit groupe, machin, c'est on peut passer d'une maison d'Actes Sud à une autre, quoi. C'est sûr. Donc, c'est vrai que du coup, on s'était vu en janvier. T'avais envie de changer, en fait, ou... Oui, alors, moi, Helium, j'aime beaucoup le catalogue, j'aime beaucoup les auteurs, etc. Après, c'est vrai que le fonctionnement de groupe commençait un peu à me fatiguer. Enfin, j'avais un peu envie de voir autre chose. Ça faisait 8 ans. Enfin, je trouve que c'est pas mal, 8 ans dans une même boîte. Enfin, ouais. Et en même temps, c'est comme Valérie, moi j'aime beaucoup ce que je fais en fait. Donc les réflexions du type mais je pourrais faire autre chose, mais quoi, je sais pas du tout en fait. Donc j'avais quand même envie de continuer avec le livre. Et voilà, et en fait ça s'est bien fait parce que oui, Valérie m'a appelée, donc sur le coup... C'est toi qui as appelé Rosen? Parce que
comme ça, c'est un petit milieu, je pense que les choses se savent, quoi. Enfin, et Tout le monde me parlait d'elle. Au bout d'un moment, Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce C'est important de qu'il se disait préciser. C'est une pépite. qu'elle était bien. Oui, Ouais. bien sûr. Oui. que je racontais des bonnes blagues. Non, mais du coup, voilà. Et donc, en janvier, moi, je me suis dit, bon, bah, parfait, quoi, pile poil. Et puis, paf, quoi. Paf, le gros confinement. Et là, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai quand même un peu, ça m'a un peu chamboulée. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est pas une connerie de quitter un truc un peu sûr? Là, on aller est dans vers la un- prise de risque. Ah oui, Effectivement. total. C'est pas mal. Tu quittes ton job dans une période vraiment brinque-ballante. Ouais, Enfin, c'est-à-dire que je t'ai mise à l'aise parce que je me suis doutée de ça. oui, Je me suis dit, oui. elle va oui. se dire, ok, les fourmis, ça va se casser la gueule, quoi. Parce que. Et Je me donc, suis- je t'en ai ouais. parlé. Ouais, oui, Et c'est vrai. Je t'ai appelé en disant, Ouais. j'imagine que t'as peur. Elle m'a dit, oui. De quitter en cette période un peu mouvementée, Donc d'abord, Ouais. je t'ai dit, tu réfléchis. Mm, mm. Et puis voilà, enfin, je l'ai rassurée, quoi. Je lui ai dit. Tu lui as dit quoi pour la rassurer? Alors très concrètement, je vais te dire ce que j'ai dit. C'est dingue. On raconte notre vie ici. Ma mère venait de mourir après mon père, dont j'ai déjà parlé. Donc en fait, on venait de vendre. Mon frère et moi, on venait de vendre leur maison, et donc j'avais cet argent en Mmh. fait de la maison, et j'ai dit si jamais vraiment c'est la catastrophe pour les fourmis, je fais ce qu'il faut jamais faire, mais ce que beaucoup d'éditeurs font, c'est-à-dire que je mettrais cet argent-là pour renflouer les fourmis. Bien sûr. Et donc, oui, parce que ça, on n'en parle pas, ces voleurs d'éditeurs, ces affreux capitalistes qui roulent en Rolls, en Rolls pendant que les auteurs, voilà, en fait, Ils travaillent dans les caves, ils mettent leur argent perso, qu'ils ont, c'est assez courant que les éditeurs mettent l'argent qu'ils ont eu comme ça. Oui, j'ai entendu ça. Il leur est aussi, tombé du ciel, qu'ils le mettent dans leur maison. Et donc, j'ai dit ça à Rosanne pour la rassurer, effectivement. Ouais, ça a marché. Ça a marché, ouais. Ouais. Et puis voilà, puis après, ça a repris. Mais les très fourmis bien. ne se sont pas cassées la gueule Pas pendant du le tout. Covid. Elles ont Pas résisté. non. Hein. Et comment Elles ont Ça survécu. a été le délire. Ah ouais, c'est vrai. Racontez-nous. En fait, Comme on avait quand partout. même un doute, quoi. À la Mais réouverture. en fait, la librairie a très bien marché. Au mois de mai. Ouais, voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de click and collect, etc. Je crois que c'était une De période quoi comme De click and Click and collect. collect. Ah oui, de click and Ouais. collect, oui, bien sûr. ouais. En fait, Le fameux. le doute, on peut même dire la peur, c'était que les libraires en fait fassent un petit peu moins de travail avec les indépendants et aillent plus vers des titres un peu plus faciles Voilà, pour que le public ouais, soit prêt à acheter. Mais en réalité, le public. Ouais, ou que les gens aussi, du coup, se dirigent vraiment vers la facilité, entre guillemets, Amazon et hop, on commode. Et on Ah se- oui, ouais, alors bien sûr, qu'en ouais. fait, ça a Complètement. été plutôt. Enfin, en gros, en parlant avec des libraires aussi de quartier indépendants m'ont dit qu'ils avaient récupéré une clientèle qu'ils avaient jamais vue avant. Enfin, c'est le conseil, Ça a ouvert en des fait. portes en fait oui. inattendues. Ouais. Puis en fait, ils se sont rendus compte que le livre, en fait, était pas plus cher en librairie que sur Internet, quoi. Mhm. Et qu'en plus, ils avaient un super conseil. Enfin, voilà, une vraie relation avec un commerçant. Enfin, Ben voilà, puis Quelque quand chose de on vient vient voir quoi. un livre, on en voit 10 en même temps. ouais, et- voilà, Bah oui, c'est oui. ça. Ouais, ouais. C'est clair. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Il y a un libraire qui m'a dit, c'est ce moment-là où ils ont réouvert les portes, là, en mai. Alors, particulièrement jeunesse, les gens venaient de se cogner quand même 3 mois avec leurs gamins, sans bouquin. Et oui. Enfin, voilà, quoi. Donc, Ouais. C'était un petit peu dur. à la maison. Et il y a un libraire qui m'avait dit, tous les jours de la semaine, c'est samedi, et samedi, c'est Noël. C'était- C'est génial. Et ça, Ouais. bah oui. Et ça, c'était le Montant-l'air à Paris qui m'avait dit ça, mais c'était énorme, quoi. À la réouverture, la mai-juin, c'était la folie Ouais. totale. Quoi. La Ouais, folie puis du coup, totale. les libraires ont été attentifs à aller vers des éditeurs indépendants. Enfin, je pense que oui. Plus que des grands groupes. Moi, il me semble quoi qu'ils ont été, qu'ils ont fait attention à ça parce qu'ils savaient la logique économique fragile, quoi. Et C'est génial. ouais, c'est super. Et donc du coup, oui, on en a bien profité aussi. Donc il y a Et- eu une vraie crise du livre, mais vous, ça vous a pas touché en fait.
Alors, nous, en jeunesse, enfin, nous perso, non. Ça nous a pas touchés. Non. Même si février-mars, on était comme tout... Avril, je veux dire, mars-avril, on était comme tout le monde. Hein. Il y avait zéro. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Là, c'était horrible. Ouais, Moi, c'est j'ai le flip. flippé, hein. Mais non, ça nous a pas touchés. Alors, c'est compliqué parce que 2019, on n'avait pas fait une bonne année, nous. Donc, quand tu fais pas une bonne année, celle d'après, même si elle est normale, d'un seul coup, tu as l'impression qu'elle est vachement meilleure parce que celle de 2019 était plantée. Donc voilà, il y a ça aussi quand même. Ouais, bien sûr. Et puis après, évidemment, on dépend du programme. C'est-à-dire qu'il y a des années où ça va mieux parce que les livres sont plus forts. Enfin voilà. Après, je pense qu'il y a des éditeurs qui ont morflé. Il y a des libraires. En fait, il y a une grande inégalité suivant les librairies. Je pense qu'il y a des libraires, enfin, c'est peut-être pas le lieu de parler de ça, mais les libraires qui ont un public qui est par exemple, qui est extrêmement présent sur les réseaux. Du coup, ils savent eux-mêmes ce qu'ils veulent en librairie. Donc, pour eux, ça posait pas de problème de faire le click and collect, par exemple. Ils savaient tout de suite ce qu'ils allaient commander. Ils s'informaient autrement, machin. Pour les librairies, avec des gens qui sont moins informés, qui comptent vraiment beaucoup sur les rayons de la librairie et les tables des librairies, là, il y a eu vraiment une énorme baisse de chiffre d'affaires au fil des confinements. Enfin, c'est très différent. C'est très différent quand même la situation suivant le type de public. Quoi. Mais je sais pas si c'est vraiment Sens Créatif, le nom de ton podcast. C'est la créativité dans tout. Non mais justement, moi je pense que c'est hyper intéressant justement de parler de toute l'économie du livre. Parce que c'est pas seulement justement faire un petit storytelling et puis avoir du public. Il y a tout ce qui existe autour et c'est important de le connaître. Parce qu'il y a souvent des structures comme la tienne ou des magazines ou bien des initiatives artistiques qui font rêver souvent des personnes. Et il y a plein de gens qui disent moi je vais faire pareil, mais est-ce que vous comprenez ce que ça implique, les risques que ça implique, émotionnellement ce que ça implique, les risques, les joies aussi, les plaisirs immenses et aussi les moments où on se dit bon ben on va faire mes boutiques. Et moi c'est ce genre d'histoire que j'aime bien récolter dans le sens où le saut dans le vide c'est hyper important, la pulsion de vie comme ça pour se lancer, la créativité, le côté presque un peu insensé où on suit l'intuition, mais derrière il y a des rouages qu'il est important de comprendre. En fait, moi je trouve ça complètement barge les gens qui créent leur maison d'édition sans jamais avoir été éditeur au sein d'une autre maison, quoi. Je trouve ça fou. Oui. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils perdent beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même passer par un temps d'apprentissage. J'en suis persuadée. Donc, si ton temps d'apprentissage, tu le passes dans ta propre main, t'as chaud aux fesses. Hein, parce que parce que ça devient un laboratoire. En même temps, il faut qu'il marche ton laboratoire. Évidemment. Donc, t'es dans un conflit d'intérêts, quoi. Donc, c'est extrêmement compliqué. Moi, jamais je me serais... Mais moi, je fais les choses que quand j'ai l'impression de les maîtriser vraiment. Alors, c'est aussi un handicap. Hein. Il y en a d'autres qui se jettent comme ça. Je fais... Enfin, voilà, je suis super c'est une forme de flippée. sagesse donc, aussi. C'est la sagesse aussi, peut-être... je suis un peu... J'ai peur aussi, je suis un peu peureuse, tu vois. Donc, vraiment, c'est pas peureuse, mais vraiment, je veux faire les choses que quand je les maîtrise, quoi. Ouais. Bon, tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que parfois, je vois des gens qui se lancent... Mais c'est déjà arrivé que des gens de 25 ans viennent me voir en me disant on voudrait créer notre maison et j'ai envie de leur dire arrête tout de suite chouchou, sauf si vraiment t'as eu plein de fric, auquel cas si t'es rentier et que voilà vas-y, mais si juste t'as eu 10 000 euros et que tu veux lancer ta maison, c'est possible, hein, mais ça va être chaud, quoi. Tu vois, bon voilà. Donc, c'est quoi c'est un peu une question bateau, mais les conseils que tu donnerais justement aux personnes qui aimeraient lancer leur maison d'édition, donc faites vos armes dans une grande maison d'édition. Ou une petite. Ou une petite, oui. Faites vos armes, quoi. Pas tout seul. Et puis... je tourne à Rosanne aussi, hein, ce genre... Non, mais je pensais, par exemple, à ce qu'on disait ça un peu hier, quoi. Le côté aussi administratif, en fait. Il y a plein de choses administratives à gérer qui sont pas... Cauchemar. Qui sont pas du tout dans la création, quoi. Ça, c'est mon rôle de gestionnaire, quoi. De chef d'entreprise. Ouais. Ah oui, t'as raison. Faut pas que les gens oublient ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est affreux.
Non, mais parce que là, je deviens dingue. Bon, alors là, c'est spécial aussi. Bon, ça, c'est pas l'administratif, mais j'ai à gérer les réimps avec les problèmes de papier, de ouais. trucs. Donc ça, j'ai l'impression de passer mon temps à faire ce truc. Ah oui, c'est du temps que tu chiant, passes ça. là-dessus que tu ne passes pas Ah bah après oui, sur bien sûr. l'édition. hein, Ah c'est- oui, ça va être Et donc, frustrant. et quand tu crées ta maison, tu fais tout. C'est-à-dire que t'as pas un service juridique qui s'occupe des contrats, t'as pas un service de fab qui s'occupe de la fab. Non, t'as pas ça. C'est toi. Et tout le côté. Moi, j'avais jamais fait de la comptabilité avant, hein. Donc, alors j'ai un cabinet d'expert comptable, Oui, mais bien je sûr. veux dire, oui. c'est quand même Faut moi suivre, qu'il faut quoi. quand même Oui, que oui. je comprenne comment ça marche. Ouais, quoi. ouais. Tu dois, oui, Bah, c'est dans ton intérêt de comprendre Bien aussi. sûr. Voilà. On est très attachés au DIY, enfin Laurent et moi, et puis sur ce podcast, et c'est cette approche. T'as pas le do it bricolage du yourself, dimanche, hein, le vrai. Non, le bien vrai sûr, DIY, mais le côté on met les mains dans le cambouis et on y va, quoi. Mm. Bon, Mais pardon. ouais. Ouais. Bah là, oui. Alors, c'est aussi pour ça que j'aime ce métier, moi. Hein. C'est aussi, ouais. enfin, il y a le côté aussi. Alors, le côté chef d'entreprise, c'est autre chose. Mais les mains dans le cambouis, j'utilise souvent cette expression. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup ce métier parce qu'il y a un aspect très matériel et concret Oui. qu'on n'a pas dans toutes les professions et qui, pour moi, C'est très satisfaisant, en fait. Ouais. Ah, c'est le prix de la Ouais. liberté. Je crois que Oui. j'ai non, mais ça c'est autre chose. Ouais. Mais parce que même quand j'étais chez Magnier, enfin voilà, on l'avait aussi. Mhm. J'ai toujours aimé le fait que tu travailles, mais au bout tu as un livre. En fait, je parlais de ça il y a pas longtemps. Alors je sais pas si c'est une interview, je vais me répéter encore, mais mon père, il était peintre en bâtiment. Alors à l'intérieur, il était gendarme, mais à l'intérieur de la garde républicaine. Enfin bon, bref, je raconte ma vie. Mais il était peintre en bâtiment, donc c'était ça qu'il faisait au quotidien, c'était repeindre les appartements des généraux, hein, pas les appartements du garde lambda. Ça, on repeint pas les. Mais des généraux, c'était lui qui le faisait. Bon, bref. Et il me disait, mais en fait, il me dit, quand tu peins, c'est formidable d'avoir un travail comme ça, où en fait, tu travailles et au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est tu concret. t'assois dans ton Mmh. appartement, tu l'as fini, t'as fait les Ouais. peintures, t'as fait tout. Bon. Et c'est concret. Dis-moi, j'aurais jamais pu faire comme ta mère. Ma mère est secrétaire dans une banque. J'aurais pas jamais pu faire. Elle travaille toute la journée dans un bureau, mais en fait, ça s'arrête jamais. Oui. Et en fait, c'est plus tard en fait que j'ai réalisé que travailler dans l'édition, c'est pareil. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose de concret qui nous arrive dans un carton. Ouais. Et tout notre travail, il est là et on le touche, on le sent, on a réfléchi à la fabrication et il y a un objet qui arrive. Et ça, c'est formidable. Et je pense que je suis heureuse d'avoir cet aspect-là dans mon travail matériel, quoi. Et puis, ça veut dire qu'on travaille aussi avec des gens, avec les imprimeurs, avec Oui, il y a les tout un écosystème. photograveurs. Donc voilà. Et ça, j'aime bien aussi travailler. Il y a un côté très artisanal dans ce métier qui me plaît beaucoup, qui n'est pas strictement intellectuel. Et ça me plaît énormément. Pour la conception graphique des albums, en fait, vous faites appel à un prestataire extérieur. Oui, tout à fait. Oui, à 2 graphistes, Fin Franz Zanardi, qui Mhm. travaillent ensemble. Ouais. Et oui, voilà. Alors après, parfois, c'est des auteurs eux-mêmes qui sont graphistes et qui souhaitent faire le graphisme de leur livre. Ça peut arriver. Alors s'ils dans ce sont cas-là, bons. alors S'ils sont ça c'est bons. intéressant parce que Ah, parce que voilà, il va j'imagine la personne va vouloir te proposer de s'en occuper elle-même, mais justement, est-ce que tu comment tu te places justement si tu estimes que le travail graphique ne va pas être à la hauteur C'est chaud. de l'illustration. c'est chaud. C'est pas Ouais, évident. C'est chaud. Écoute, Je m'en charge. c'est-à-dire que Il y a quand même un problème aujourd'hui, un peu, c'est vrai. C'est que avec l'informatique, ça semble bizarre de dire ça, mais j'ai connu quand même un moment où effectivement l'informatique n'était pas autant important dans la vie du livre, enfin dans la conception du livre. On travaillait beaucoup avec des papiers, des ciseaux, de la colle, enfin bon voilà, c'est des maquettes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose chez les nouvelles générations, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout maîtriser. Le projet peut arriver fini en fait. Hein. Tout à fait. En vrai. C'est-à-dire que, alors c'est le cas, ça peut être le cas, mais quand même, graphiste, par exemple, c'est un petit peu un métier. Photograveur, c'est un petit peu un métier. Donc ça m'arrive de me friter, assez parfois. Donc t'engages un dialogue un peu alors, musclé. alors on dit ça comme ça, on engage un dialogue un peu musclé. Non, mais c'est-à-dire que je déplore un peu ça. C'est-à-dire que photograveur, oui, c'est un métier et on peut avoir l'impression On peut dire qu'on a un peu vu ce métier métier quasiment Moi, disparaître. Les chefs de fabrication,
quand je faisais encore des livres il y a quelques années, il y en avait et on sentait que c'était un petit peu la fin de ce poste-là, quoi. Ouais, moi, et pourtant je c'était un poste hyper important. Avec eux, c'est eux qui revoient toujours. Alors parfois carrément c'est des scans. Moi, jamais de la vie je fais des scans dans le bureau et que je les travaille derrière. Je sais pas faire. Bah non, oui. C'est vraiment c'est le photograveur qui fait ça. Bon, il y a des illustrateurs qui estiment qu'ils le font mieux que mon photograveur. C'est leur problème. Tant mieux pour moi. Ça me coûte moins cher. Enfin, sauf quand il faut que derrière je repasse. Mais et le graphisme, c'est parfois il y a des illustrateurs qui sont très bons graphistes. Parfois des illustrateurs qui sont illustratrices, qui sont évidemment, je travaille beaucoup avec ces femmes, qui sont très bons. Et là il y a pas de souci en fait. Et puis parfois ça forme un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur enlever cette part-là du travail parce que ça c'est fait viscéral. Partie intégrante du livre, de leur projet. Donc ça me pose aucun problème. Ça pose absolument aucun problème. Ça, je les paye, voilà. Enfin voilà. Donc c'est pour ce travail-là. Mais c'est vrai que je suis assez attentive, mais c'est peut-être mon goût pour l'artisanat, justement, à ces différents postes de travail où on n'est pas forcément bon partout. Voilà. Et puis, il y a aussi des illustrateurs. Je pense, par exemple, à Claire Schwartz, que j'adore, qui est graphiste, en fait, mais qui n'a pas envie de faire le graphisme sur son propre Ah oui, livre. ça c'est... marrant, et je trouve qu'elle a raison. En fait, elle a raison. C'est-à-dire que, enfin, elle a raison, non pas parce qu'elle est mauvaise graphiste, mais parce qu'elle trouve qu'elle a besoin, et ça concerne aussi. D'un détachement, c'est ça. Elle a besoin d'un œil complètement extérieur. Donc, moi, je suis un œil extérieur, mais pour le graphisme, elle a en plus envie de quelqu'un carrément, parce qu'elle pourrait le faire, évidemment. Donc, elle est critique, évidemment, sur ce qu'on apporte, mais ça se passe très bien. Et je pense que ça se passe très bien avec elle graphiquement, parce que, justement, parce qu'elle est graphiste, elle sait reconnaître quand un graphiste travaille bien. Justement, le dialogue est fluide. Avec des vrais graphistes et le dialogue est fluide. C'est vrai qu'une nuit à Insectes Hotel c'est des gens qui léché, font quoi. des livres. Comment ? C'est vrai qu'une nuit à Insectes Hotel est vraiment léché, quoi. Ouais. Et je pense que ce qui peut poser problème, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent faire du graphisme et qui en fait non. Et oui, et là tu dois. Et qui t'as le mauvais Il rôle, faut intervenir. de là, leur dire, c'est écoute, compliqué Coco, de parler avec oui. eux. Ou alors je lâche l'affaire parce qu'en vieillissant, des fois aussi, je me dis oh là là, j'ai trop d'énergie à dépenser avec des Combat gens qui perdu voilà. d'avance. Mais c'est vrai que quand ils savent pas vraiment et qu'ils veulent faire parce qu'ils pensent qu'ils vont mieux faire, c'est là que le dialogue peut être un peu compliqué. Ça, Comment tu gères alors ces moments de tension avec tes auteurs ou tes autrices ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Rosen ? Non, mais c'est des coulisses, c'est du. T'as des trucs à nous dire ? Non, mais ça peut être, ça peut bien se finir. Ouais. C'est-à-dire que, parce que quand même, ce que je dis toujours aussi, c'est que quand on se bat sur quelque chose, sur une couve, sur un livre, sur une maquette, sur une image, sur un bout de texte, mon but à moi, c'est pas de faire un livre plus mauvais que celui de l'auteur, quand même. Non, mais c'est fondamental. Tu le fais dans son intérêt. Voilà. C'est-à-dire que quand même, et puis forcément, j'en ai fait plus qu'eux. Ça, c'est un peu... Ah oui, mathématiquement, j'en ai fait beaucoup. C'est logique. Alors, toujours, je dis, mais en fait, c'est quand même... je fais ça dans votre intérêt, en fait. J'essaie de le faire. Bon. Quand vraiment on n'arrive pas à s'entendre, je peux lâcher, si c'est supportable, c'est-à-dire si je suis pas d'accord, mais ça va. Si ton éthique elle est pas au placard. Ça va, donc je lâche. Et puis plus je vieillis, plus je lâche parce que moi j'ai moins envie de me prendre la tête. Et puis sinon, en fait, on finit le livre et puis on n'en fait plus jamais d'autres. Ouais, bien sûr. Ça c'est possible aussi parce que ça aussi c'est l'intérêt d'une petite boîte indépendante. Ceux qui nous emmerdent trop, bye bye. Oui. Voilà, c'est dit. Bah ouais, en fait non parce que moi, j'ai passé l'âge de m'emmerder pendant des jours et des jours avec des gens à qui tout est problématique, quoi. Donc, voilà, mais c'est pas très grave, parce que. Moi, tu vois, je me rappelle. Parfois, ça marche pas, quoi, ça colle pas, c'est comme en amour. Bah oui. Voilà. Bon. Moi, je me rappelle, on a fait deux livres ensemble. Et non, c'est pas engueulé. Tu m'as fait peur. Alors, non, par contre, c'est très intéressant. Il attend le podcast pour te balancer le c'est ça, je vais dossier. tout dire. Non, au contraire, en fait, je me souviens très bien. J'avais une approche, tu vois, je sais plus, pour un gag, certainement à conclure, tu vois, sur un passage de page comme ça. Et tu m'avais suggéré, non, il faudrait que tu le fasses autrement. Et je me souviens, moi, à l'époque, j'étais sûr de ce que je voulais. Et en fait, en réfléchissant et en reformulant le gag, je me suis aperçu que c'est toi qui avais raison. Et en fait, le gag était bien meilleur. Et donc, en fait, cette expérience-là, mais non, mais je l'ai avec toi, Valérie. Mais non, mais c'est vrai. Je me souviens, on avait échangé. C'était pas virulent, mais c'est ton rôle,
va, bien sûr. Non, Chacun mais avait son idée. Non, Mais ça avait marché. Ouais, bah oui. Mais après, parfois j'ai tort. Tu m'as aussi, appris que l'éditrice, bah oui, j'imagine que t'as sûr. pas tout le temps raison. Non, non, Mais bien j'ai appris sûr. que l'éditrice ou l'éditeur avait parfois la bonne vision en fait des choses. Et je pense que quand on est illustrateur, illustratrice ou auteur, c'est super en fait d'arriver à lâcher en fait ce qu'on pense être une vérité absolue, alors qu'en réalité le regard de l'autre va apporter et enrichir beaucoup plus le travail. Je me souviens quand j'étais graphiste, il y avait une petite phrase comme ça que j'avais lue qui disait arrêtez de prendre vos clients pour des cons. Parce que le graphiste, il est super précieux. Bon, c'est un pas de côté ce qu'on dit, mais c'est genre le graphiste, il part toujours du principe que le client, il comprend pas parce qu'il est pas graphiste, parce que il a mauvais goût, parce que plus gros le logo, enfin plein de trucs comme ça. Et je me souviens, c'était un talk comme ça d'un DA qui disait genre arrêtez de prendre vos clients de haut, arrêtez de les prendre pour des imbéciles. Mais à l'inverse, je pense moi que je reconnais plus facilement que j'ai tort qu'autrefois. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, l'histoire d'être dans la mode ou pas, tout Oui, ça. oui. Parce que comme j'ai plus confiance en moi, parce que souvent ceux avec qui c'est compliqué, en vrai, souvent ils manquent de confiance en eux-mêmes en fait. Alors que quelqu'un je sais pas, on parlait de Claire tout à l'heure, mais moi c'est pareil, c'est-à-dire que quand on se sent à l'aise, c'est aussi plus facile de dire quand on a tort, c'est-à-dire que je propose quelque chose à un illustrateur, une illustratrice, et puis qui me dit non, finalement non, je crois que je vais être plus en mesure aujourd'hui que quand j'ai démarré de me dire oui, en fait il y a moins d'enjeux derrière, de lutte d'ego, de pouvoir. J'ai plus du tout Oui, de toute ça. façon, l'enjeu est toujours C'est un plus mauvais. ça. C'est intéressant, ouais. C'est un mauvais système, l'enjeu. Mais je pense qu'on forcément il y a ça quand on démarre. Ah Donc oui, après on faut a passer des par là. trucs aussi quand on travaille, c'est-à-dire Non, mais c'est super ce que tu as dit sur la confiance. confiance en soi, c'est super ce que C'est tu viens super de dire, parce que important, c'est ouais. super important. Mais c'est toujours parce que je dis c'est génial ce que tu as fait, c'est super. Et quand je commence comme ça, ils savent toujours que je vais dire Mais Mais- ouais, bien sûr, bah oui. Vas-y Valérie, dis-nous. Voilà. Et puis après, mais parfois c'est des toutes petites choses minuscules aussi. Et c'est ce qui. Mais après, il y a des auteurs avec qui tout se passe Rien à super faire, bien. Il y a quoi. rien à faire. Ouais. Parfois même, mais oui, Mais parfois même. Delphine et ça, Perret, Delphine Perret, alors c'est un ping-pong. 12 titres chez vous depuis la Oui. création des Oui, Fourmis Rouges. puis tous les ans. Ouais, c'est ça. Delphine, Tous les ans, il y a une sortie. Delphine, c'est un travail vraiment merveilleux. Enfin, il n'y a pas que Delphine, il y en a plein d'autres dans le catalogue. Non, bien sûr. Non, Et mais puis on peut le dire, mais- ce sont des albums qui sont très différents aussi les uns des autres. Mais on est le ping-pong qu'on a toutes les deux. Tu vois, la semaine dernière, je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit on se refait un rendez-vous de ping-pong. Un rendez-vous de ping-pong. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord on se marre beaucoup toutes les deux. Donc ça veut dire Ça qu'elle, aide. voilà, pour trouver elle me raconte un truc, je suis pliée de rire. J'ai ouais, puis en plus il pourrait faire ça, tac 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 tac. Mais en fait après c'est elle qui, enfin c'est évidemment Delphine qui fait tout le travail. Mais en fait en parlant on se marre et dans nos conneries qu'on peut dire, parfois il y a des choses à récupérer quoi. Et il y a un vrai ping-pong et avec d'autres auteurs c'est pareil, c'est-à-dire que parfois ils me disent mais en fait tu m'as fait changer ce truc-là et du coup ça a débouché là-dessus. Mais on oublie, enfin, je veux dire, on sait même plus comment. Donc la plupart du temps, c'est fluide. C'est Oui, très oui, fluide. bah oui, Il y a pas de complètement. souci en fait. C'est vraiment. Mais c'est très rare que c'est une ça chaîne de accroche. petites idées qui vont en donner d'autres et qui vont créer en fait, enfin, qui vont être créatives et au final aboutir sur tiens c'est le petit truc en plus quoi. Et c'est très jouissif pour moi, et intellectuellement. C'est-à-dire et j'adore ça quand c'est pas juste où j'ai raison ou j'ai tort. C'est Non, pas c'est ça. stimulant, quoi. Mais c'est très stimulant de voir, mais c'est un vrai plaisir vraiment intellectuel quand on discute avec un auteur et qu'on voit qu'en fait ça a un écho chez lui ou chez elle et que la fois d'après il revient, peut-être elle ou il a pas fait ce que j'avais dit. Mais par contre, ça a changé quand même quelque chose, ça a fait bouger et du coup on avance et ça c'est génial. Ah bah oui. D'abord parce que je me sens super utile, c'est hyper agréable. Puis parfois je suis pas utile. Parfois je sers à rien, certains ça peut arriver. Mais ça aussi j'ai appris à ne servir à rien. C'est-à-dire il y a des auteurs, ils apportent un projet. Clé en main. Il y a tout en fait et puis j'ai rien à dire. Et ça, quand j'étais plus jeune, j'avais le sentiment que T'as pas fait ton taf, que faut que j'étais t'interviennes. obligée de dire un truc, Ouais, quoi, ok, parce que sinon on va me dire mais Et là tu t'es sais mauvaise. t'effacer pour le bien du. Là, je me dis non, j'ai rien à dire en fait, c'est parfait, on va faire ta Et puis couve, tant mieux, d'ailleurs, ta parce couve, que- elle est bien, c'est ça. enfin, voilà, Ouais, quoi, ouais, non, c'est super. ça peut arriver. que ça marche. Mais ça, je pense que j'aurais été en panique
autrefois. Et je le vois des fois avec il y a des auteurs, des illustrateurs qui me disent des trucs, ils me disent mais elle m'a fait changer l'éditrice à qui j'ai bossé, elle m'a fait changer ça, c'était complètement nul et tout. Et j'ai dit oui, mais la pauvre, elle avait besoin de dire un truc parce que sinon elle se disait qu'elle faisait mal son boulot, quoi. Donc je comprends. C'est intéressant ça. Je comprends moi ça. Ouais. Faut être bien dans ses bottes pour se dire ok, c'est bon, je sers à rien si ce n'est publier ton livre. Il faut avoir d'expérience en fait, parce que moi vraiment c'est avec l'expérience que je suis devenue plus détachée comme ça, enfin plus détachée, pas plus détachée, détendue quoi. Je suis pas très détachée comme fille. C'est vrai, Rosanne? Non, ça va. Tu dirais que t'es plutôt militante ou engagée? Wow. Je sais pas, je suis ni militante ni engagée, mais je suis, en tout cas, je suis cohérente. Ça, c'est important pour moi entre mes idées et ce que je fais. J'espère, entre mes actes et mes idées, j'essaie de maintenir une cohérence permanente. Donc, je suis pas du tout quelqu'un. Je suis pas du tout à l'aise dans des partis politiques, ça m'est jamais arrivé. En vrai, je suis même pas à l'aise dans les manifestations parce que l'idée de crier avec tous les autres. Même quand les choses à défendre sont justes, en fait, je suis très mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Je suis pas bien. J'y vais, hein, mais je me sens pas. J'ai toujours eu un problème avec peut-être le collectif. Je sais pas. Il y a toujours eu un truc avec ça qui m'était pas très. Mais en revanche, j'ai des idées. Je pense qu'il y a des choses. Enfin voilà, et j'essaie même. Enfin, je sais pas, dans tout, j'essaie que tout soit irrigué par ce que je pense profondément et que je sois en adéquation. Ça me semble important. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui étaient très militants, qui étaient parfois très... Et puis, si tu creusais un peu, tu disais « Ah, mais ça, mon gars, ça va pas trop après, avec ce que tu dis, quoi. » Faut assumer, ouais. Ouais, donc, je suis sûr. pas militante, je suis pas engagée, mais... Par exemple, non, mais je donne toujours cet exemple, mais... l'écologie, par exemple, je vais pas imprimer sur des encres spéciales, sur du papier avec le logo. Ouais, il y a pas de label en fait. Bon, parfois si, mais en fait c'est du pipeau un peu, Ouais. les labels, hein, soyons clairs. Hein, Oui, voilà, c'est pour. un peu du pipeau. Quoi? En revanche, peu de la com, quoi. je suis attentive à essayer de papillonner les livres. Enfin, on est tous attentifs. T'imprimes mais tout c'est en Europe difficile. aussi. J'imprime tout pas trop loin. Donc, enfin voilà, j'essaie de faire peu de livres. Ça me semble aller dans ce. Je crois qu'il y a une formule intéressante mouvement-là. que tu utilises. Tu appelles ça le temps du livre. Et en fait, on est dans une quand je pourrais dire dans un questionnement économique en fait où il faut absolument grossir sinon on meurt. Ah oui, tu m'as entendu déjà dire ça. Ouais, voilà, ouais, j'ai déjà entendu dire ça. Et je pense que ce que vous faites aux fourmis, c'est une alternative en fait. À tout ça. Oui, enfin c'est une forme de décroissance. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que effectivement, j'ai pas envie de croître. Donc c'est toujours un peu étrange et oui c'est ça. C'est ce que Oui, j'ai voilà, souvent c'est dit, contre-intuitif. voilà. C'est-à-dire qu'on Mais est pas dans contre-productif. un système qui nous dit en fait si tu grandis pas forcément tu vas mourir, t'es Oui, mais obligé de c'est faux. grandir. C'est faux. Et Oui, les gens moi, vont je suis t'oublier. pas économiste, mais j'essaie de dire, en fait, non, je vais essayer d'y arriver sans grossir. Bon, alors peut-être on n'y arrivera pas parce que peut-être intrinsèquement, forcément, il y a une espèce de somme de travail qui augmente. Ça veut dire que pour gérer cette somme de travail qui augmente naturellement avec le nombre de livres, on va être obligé d'embaucher une nouvelle personne. Oui. Pour embaucher une nouvelle Voilà. personne, on va être obligé de faire plus de livres. Alors je fais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Oui. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça fait 8 ans. Bon, on est toujours vivante. Donc je sais pas, mais moi, c'est ce qu'on appelle un peu la décroissance. Et il se trouve qu'on qu'on publie de moins en moins de livres. Je disais ça à à Attaque la semaine dernière. Il me disait, écoute, quand tu vas être vieille, tu vas faire un livre par an. En fait. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Donc ça, c'est je pense qu'effectivement, dans cette espèce de période qu'on a vécue complètement folle de croissance dingue, de consommation à outrance et tout ça, moi, je pense que c'est catastrophique. Ah bah oui, moi, là, on je pense arrive catastrophique, dans c'est un mur. La Hein. publicité et les publicités à outrance et les paradis fiscaux. Bon, enfin bref, c'est ce qui fait que tout le monde se casse la gueule. Enfin voilà. Mais donc, je pense que oui, qu'on peut être en cohérence avec ces pensées-là de décroissance entre guillemets. En même temps, quand tu crées une entreprise, c'est vachement compliqué. Ouais. On fait quand même des livres. Ouais. On fait Ouais. des livres en Ouais. plus, quoi. Oui, tu Donc, rajoutes à la t'ajoutes production. toujours, ouais, rajoute voilà. à la production. Je suis absolument actrice de ça. Hein. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Et Voilà, mais j'ai failli ne pas c'est une créer production, la mais avec maison. un message quand même derrière. Voilà, c'est pas juste pour vendre. Ouais, mais n'empêche, j'ai failli ne pas créer la maison d'édition à cause de ça. Pendant longtemps, j'ai dit ça aussi.
aussi. J'ai dit, mais il y a déjà trop de livres. J'ai pas en plus faire une maison d'édition. Donc ça m'a arrêté en fait. Oui, c'est vrai que c'est comme quand on se dit la population mondiale, elle ne fait que croître. Est-ce qu'on va faire encore des enfants en fait, c'est presque la même question, quoi. En restant petit, j'entends aussi ce désir de pouvoir rester justement faire ce que tu as envie. Parce que au plus on sort de titres, ou au plus l'entreprise grossit, au plus il faut embaucher, au plus... Et je me souviens, tu disais, on a fait nos devoirs, hein. Tu disais dans une autre interview que justement le fait d'être une petite maison d'édition indépendante, ça va plus vite, tu peux faire un peu plus ce que tu as envie. Moi, je partage ce truc-là aussi avec le podcast. C'est un format assez portable, ça va vite, c'est important pour moi. Et toi qui as travaillé dans des grosses maisons, avec les réunions à gogo, etc., j'imagine que voilà, tu n'es plus prête à échanger cette liberté que tu as acquérie et à la sueur de ton front, que tu as travaillé dur pour y arriver, et que en restant finalement petit, entre guillemets, donc 12-15 titres, et puis vous êtes 2-3 avec d'autres personnes avec qui vous faites parfois des partenariats, ça vous permet de rester cohérent, de faire vos kiffs, et ça marche, et il n'y a pas besoin que ce soit une grosse entreprise de fou oui, furieux. Tout à fait, ça, c'est vrai que c'est une grande liberté. Après, c'est une grande liberté. En même temps, je crache pas trop sur les grands groupes non plus parce que j'y étais très heureuse. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que à l'intérieur des grands groupes, il y a des éditeurs formidables. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça a été très formateur. Et ça a été formateur surtout pour une chose. J'ai travaillé chez Gallimard, c'était quand je suis sortie de la fac. Travailler chez Gallimard, je regardais ce couloir là, cet accueil, et je me disais waouh. C'est trop la classe. Marguerite Duras, c'est sûr. Symboliquement, j'ai vu la chevelure blanche au fond, on m'a dit regarde c'est Kundera, mais c'était dingue quoi, c'était dingue. Ouais. Et donc ça c'était formidable. Des fois je me dis, quand je suis arrivée en stage chez Gallimard, j'étais là assise à l'accueil, j'en revenais pas quoi. Moi, la banlieusarde, fille de gendarme, est assise dans ce temple dans la culture, de la culture, ce que ça représentait historiquement, c'était énorme. Et donc j'étais bouleversée par ça. Je me sentais, je disais j'ai une chance inouïe parce que c'est dingue. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance. Les carrières professionnelles, c'est beaucoup de chance aussi. Donc ça a été pour moi. Et donc j'ai vu aussi la force de l'image des maisons d'édition. Et ça, j'ai vu à quel point c'était essentiel de travailler là-dessus, de travailler sur l'image d'une maison. Et ensuite, je suis passée chez Bayard. Et chez Bayard, d'un seul coup, j'ai vu que c'était une autre maison, c'était une autre façon de travailler, c'était une autre image, très forte aussi, très différente, évidemment, qui n'avait strictement rien à voir. Mais ça m'a intéressée, ce passage-là, qui n'a pas été facile, en vrai, pour moi, ça m'a beaucoup appris, parce que je me suis dit, mais c'est dingue, comme on est porteur, les maisons d'édition sont porteuses de sens, on sait, parfois ça c'est plus trop le cas, mais on se dit, tiens, si j'achète telle maison, telle maison, tel livre de telle maison, tel livre, je vais trouver ça à lapsus. l'intérieur. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai toujours pensé que la communication était tout à fait essentielle et en totale adéquation avec ce qu'on fait, parce qu'on est en train de forger petit à petit, doucement, l'image de la maison qui peut-être va perdurer. Moi, j'aimerais que cette maison, elle dure 100 ans après ma mort. Et j'aimerais que ça, voilà, cette image-là, je sais qu'il faut la travailler très, très finement. Oui, bien sûr. Ouais, carrément. Donc, je ne crache pas sur les grands groupes, mais j'ai une beaucoup plus grande liberté. À deux, on a plus de liberté. Oui. On peut dire ça, on est plus flexible, aussi. Ouais. Oui, carrément. Bientôt, il y a le Salon du Livre à Montreuil. Oui. Et c'est un peu la grande messe à Paris. À Montreuil. Et il y a beaucoup d'auteurs ou d'aspirants, illustrateurs, illustratrices qui peut-être voudront vous approcher, vous poser des questions. Donc on aimerait, avec Laurent, vous proposer, pour terminer, un petit un speedrunning, dating questioning, je ne sais pas comment il faut dire. Il faut répondre assez vite aux questions. Il faut répondre assez vite aux questions. Et voilà, ça vous va ? Ouais. Alors j'espère. On serait parti. On va se les partager. On n'a qu'à faire une question sur deux. Parce que j'ai moi-même été dans cette position à l'époque de venir au Salon du Livre de Montreuil, de vouloir c'est pas évident. C'est chaud en fait. Ouais. Et je me souviens, c'était surtout qu'on n'a pas hyper le temps pour les intimidant. On transpire sous les bras.
Ouais, c'est ça. Quand on commence. Hein. Vas-y, Laurent, lance Oui, la je première le sais. question. On commence Je là. le sens. Pas vous là maintenant, pas nous. mais Non, bien sûr, Ouais, mais tu ouais, fais quand la- tu vas au salon, mais c'est Ah, mais horrible, ça, oui, tu c'est vois, la ouais, folie. tu vois. Moi, la première fois, Oh, je me la souviens crise. quand je suis allé au salon, je me c'est suis très dit, chaud en plus. trop cool, j'ai rencontré plein de gens, je vais pouvoir montrer mon boulot et tout. Oh, mais genre, je suis ressorti lessivé. Plus maintenant. Autrefois, oui, mais il y avait trop d'illustrateurs et d'illustratrices, beaucoup trop. Bon bah ça tombe bien, Autrefois, on on va faisait. commencer par la question qui Allez, vas-y, tue. vas-y. Est-ce que tu réponds aux sollicitations de book sur le salon? Alors, ça peut m'arriver si je suis présente, parce que je suis pas tout le temps. Mais je préviens toujours, je dis ça peut être extrêmement violent. Tu leur dis, qu'il faut- attention mon gars, Ouais. hein, ça va être violent. Exactement. Tu veux dire que tu es honnête en fait. C'est-à-dire que je vais leur dire, j'ai pas le temps. Mm. Donc en fait, vous allez ouvrir votre book. Si ça se trouve, je vais voir 2 images et je vais dire ça m'intéresse pas. Il faut que vous soyez prêts à ça. Et s'ils sont prêts à ça, ça peut m'arriver. Si j'ai le temps, si j'ai pas des rendez-vous, si voilà. Mais voilà. Donc je le fais, mais très peu, parce que c'est pas le lieu en fait. En vrai, c'est pas le lieu, il y en a trop. Et il faut savoir que ça peut se faire comme ça. C'est chaud parce qu'il y a sûrement plein de gens qui en ont beaucoup d'espoir. Et en fait, comme tu dis, c'est pas le lieu. Bah, ils sont trop nombreux. Sinon, si tu t'installes à une table, que tu commences à regarder les books, t'as une queue de 300 personnes tout de suite qui se forme. C'est Donc, important de le dire. c'est Ça vraiment- peut aller très vite, ouais. Ah bah oui. Après- Non, pardon. Non, pardon, c'est juste que tu avais les rendez-vous tremplins là, qui étaient Voilà. très bien. Ah oui, j'allais C'est dire. vrai. C'est vrai qu'on Voilà. est privé. C'est C'est différent. Donc il y avait le salon du livre de Montreuil qui lui-même organisait ces rendez-vous-là. Alors là c'est très différent, c'est-à-dire que on a 15 minutes avec chaque personne. Donc là on reste, on essaie de trouver des choses à dire pas méchantes. Alors même que parfois c'est difficile. Enfin, pas méchantes, non. Moi ce que je dis c'est vraiment d'aller voir les personnes. Non, puis c'est bien, je pense, On d'être vous honnête. rappellera. Ouais. Non, mais je pense que c'est bien d'être honnête. Ouais, je suis plutôt honnête. Voilà. ça peut, non mais C'est ça honnête peut, ça peut être violent, mais je pense que l'honnêteté, là, elle est importante. Surtout quand on débute, c'est important d'entendre des choses. All right, seconde question. Elle est pas mal aussi la suivante. Combien de projets au manuscrit arrivent sur la boîte mail des fourmis tous les mois en moyenne? Alors j'avais compté. Là, c'est horrible, j'y suis pas allée depuis super longtemps, c'est affreux. Ça fait 1 mois que j'y suis pas allée là, donc c'est un cauchemar. Ah ouais. J'avais compté, je me souviens plus. J'avais dit, enfin je sais plus, je crois qu'on était à 300, un truc comme ça, quoi, par mois, quoi. 300 par mois, Ça, ouais, un truc dans le genre, même plus. Je sais plus comment Ah j'avais ouais. fait, Ah mais oui. j'avais fait une espèce de compte, ouais. 300 par mois, donc t'as le temps de. Non, t'as pas le temps de répondre à tout le monde à 300 par mois. Faut pas te Pas offusquer toujours. si tu Ah réponds non, pas. non, je réponds. Normalement, je réponds des lettres de refus tout le temps. Là, je suis très à la bourre, hein. Mais c'est même pas 1 mois, je crois que ça fait 3 mois. Je suis très, très à la bourre. Mais je réponds. Normalement, je réponds. Non, si je réponds pas, il faut me relancer, en fait. Mais des fois, ça va très, très vite, hein. Alors, il y a des gens. Maintenant, je sais plus comme ça parce que c'est une boîte vraiment à part et tout. Mais avant, je le recevais au fil de la journée, comme ça. Et parfois. Ça se mélange avec tous tes courriers, quoi. Oui, mais parfois, je répondais, je regarde, j'ai pas besoin de lire en entier le projet, hein. Parfois, je regarde, je vois une image, paf, et je renvoyais direct la réponse automatique, merci, mais non. Et du coup, j'avais des mails presque d'insultes, en fait, en me disant, Ah oui, mais dur. enfin, vous n'avez pas pris le temps de lire, donc ou tu mets trop de temps, ou t'en mets pas assez, et ils me disent, et parfois, quand ils sont vraiment très agressifs et qu'ils me demandent, ils sont outrés que j'ai pas donné des arguments, j'en donne, et des fois, ils regrettent. Ok, ça a le mérite d'être clair. Pour avoir reçu moi-même des messages automatiques, c'est pas facile à recevoir non plus, quoi. Je Ouais. sais, c'est ce Mais que bon. des fois, j'ai des mails très agressifs, hein, me disant ça. Ouais. Mais en fait, Mais oui, c'est mais si mieux. tu peux pas parfois. faire 300 messages personnalisés D'abord, par mois, quoi. je suis pas là pour ça. Non, voilà. Mais en plus, c'est mieux. Ouais. Ah bah oui. Oui. Si vous voulez, s'il y en a qui veulent continuer, enfin, je sais pas à moi de leur dire qu'il faudra arrêter, mais il y en a, ils devraient arrêter, oui. Mm. Ouais, complètement. Question. Technique traditionnelle ou numérique? T'as une préférence? Non. Bah, alors ça coûte Super. beaucoup moins Alors, cher. après- Le numérique. Non, mais- Ah, tu veux dire quoi? Pour l'envoi des projets ou pour la technique? Non, pour la technique. Non, bah moi ça me coûte beaucoup moins cher quand c'est du numérique, soyons clairs. Parce Eh ben que voilà. si j'ai des scans à faire, Une ça me partie coûte là. beaucoup plus cher, Mhm. bien sûr. Mais après, non, j'ai pas de préférence pour les expos. Ah, le On a voisin un passe aspirateur. l'aspirateur. Ouais, ça fait partie Ouais, de la c'est beauté pas du par podcast, jour. c'est très bien. Euh, Oh, arrêtez! En fait, non, j'ai pas de. C'est de plus en plus rare les gens qui travaillent en Bah, traditionnel. bien sûr, oui. Et du Surtout coup, que maintenant, en fait, en numérique, on arrive à faire du mimique Voilà. de traditionnel, de qui la est très, très beau, matière, quoi, de la des belle choses, matière, bien sûr. ouais. Donc c'est de plus en plus rare, mais j'aime bien. J'aime bien quand ça nous arrive. Adèle Verlinden, Marie Mirgen. Enfin, c'est très. Ouais, j'aime beaucoup Puis aussi. c'est cool pour les expos Pour encore. les quoi. expos. Bah oui, ça c'est Ouais. sûr. Ah oui, Ouais. c'est sûr, c'est une autre approche, c'est Avoue. sûr.
On a déjà un chouïa à parler, mais est-ce qu'on édite des albums pour les enfants en pensant aux parents qui vont les acheter ? Alors c'est ça, c'est ce qui est très excitant intellectuellement dans ce travail, c'est qu'en fait c'est vraiment c'est très bizarre, un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on est entre adultes, on travaille entre adultes, en réfléchissant tout le temps à l'enfant lecteur qui est au bout de la chaîne, mais on sait que c'est pas lui qui va acheter, ce sont les parents qui vont acheter. Donc c'est très bizarre. Il faut à la fois avoir en tête tous ces éléments-là. C'est une espèce de trio comme ça. Tu vas penser à la place de l'enfant et à la place du parent. Qui va penser à la place de l'enfant ? Voilà, il faut. Alors il y a des livres, par exemple, qu'on fait, les enfants les adorent, mais les parents ils bloquent. Ouais. On le sent là. On l'a vu encore à Colomiers. Ouais. Avec quel livre je reparle encore de Fémurimo de Marie Mirgan, mais ça arrivait plusieurs fois. C'était un peu frustrant, où en fait les enfants étaient à fond, quoi. Ils voulaient vraiment que leurs parents achètent le livre, et parce que sur la couverture il y a des squelettes, c'est un fond noir, je sais pas. En fait, les parents étaient là, non mais attends, on fait un tour, on va revenir, et ils ne sont jamais revenus. Alors que les enfants adorent les squelettes. Oui, moi, j'adore les squelettes. Moi, ça me rendait dingue aussi. J'adore ça. Donc, c'est. Mais c'est vrai que c'est ce travail. En même temps, j'aime bien, moi, cette réflexion autour du livre qui est très spéciale, où tu dois penser à tous ces paramètres-là tout le temps, quoi. Par exemple, la rédaction de la 4e, c'est toujours très bizarre. Parce que tu dois faire un texte en te disant... C'est le texte où presque tu t'adresses à l'enfant, mais en fait tu t'adresses à l'adulte qui va le recevoir, sachant que ça s'adresse en fait à son enfant. Ouais, bien sûr, C'est de ces exercices un peu schizo. Bon, la question qui fâche. Ah oui, c'est une question qui fâche. Est-ce que les créateurs, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, sont-ils suffisamment rémunérés ? Quel est ton avis ? Alors, mon avis, c'est toujours le même. C'est qu'en fait, on est sur des produits qu'on vend. Donc en fait, il y a tout un système de droits d'auteur qui fait que si vous vendez beaucoup de livres, vous gagnez beaucoup d'argent, clairement. Vous en gagnez plus que moi, en fait, en vérité. Et si vous vendez pas d'argent, si vous vendez pas de livres, oui, du coup, c'est pas assez rémunéré. J'en ai tout à fait conscience. Non, d'ailleurs, c'est pas vrai. Si vous vendez beaucoup de livres, c'est moi qui en gagne plus que vous. Tout à fait. C'est l'inverse. On va parler de ça. Ce dont on parle jamais en édition jeunesse, c'est les avances sur droit. Oui. On en parle très peu. Dans le débat public, c'est-à-dire quand la charte des auteurs et des illustrateurs dit... Moi, j'avoue. C'est scandaleux, l'auteur ne touche que tant de centimes sur un livre. Excuse-moi, mais en fait, tu as parlé de ton avance sur droit que tu n'as jamais comblée, parce qu'en réalité, du coup, tu n'as pas eu vraiment... tu n'as pas eu le pourcentage. C'est-à-dire que si... c'est toujours mon discours, on va rentrer dans les chiffres. Si tu as eu 7% dans ton contrat, ce qui est très peu, les adultes, effectivement, c'est plutôt 10%. Si tu as eu 7% dans ton contrat, mais que tu as eu une avance sur droit qui correspond en réalité, par exemple, à 4000 exemplaires ou 3000 exemplaires. En général, de livres c'est sur le vendus. premier tirage, c'est ça ? Oui, à peu près. Parfois beaucoup plus si on a un auteur et un illustrateur. C'est tout notre problème. Oui, ouais. Si tu as donc l'équivalent de 3000 ou 4000 exemplaires vendus et que finalement, en réalité, tu n'en vends pas 3 ou 4000 exemplaires, mais tu n'en vends que 1005, voire 700. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, c'est pas 7% que tu as eu, mais tu as eu 14%, tu as eu 2 fois plus, puisque tu as eu, voire beaucoup, beaucoup plus. Et dans le fameux camembert de la charte des auteurs et des illustrateurs, là, l'éditeur, il a même plus du tout de part de camembert, parce qu'en fait, on est les seuls à payer sur le livre, à donner de l'argent, en fait. On gagne rien. C'est-à-dire que tous les autres acteurs gagnent quelque chose, mais pas nous. Donc là, on est carrément éjectés du camembert. Donc, en fait... Dans l'idéal, parce qu'en fait, si on regarde les chiffres de toutes les maisons d'édition en jeunesse, c'est pareil. Je veux dire, en vrai, le pourcentage, si on voit les droits d'auteur par rapport au chiffre d'affaires des maisons, on est à plutôt, je crois qu'on est à 11% de droits d'auteur. Ça veut dire qu'en fait, on est comme les adultes, d'accord ? Simplement, c'est juste parce qu'il y a plein d'auteurs qui ne comblent jamais leurs avances sur droit. Donc ça, c'est problématique. Moi, je préférerais donner direct 11%, en fait. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y en a certains qui ne vendent pas leurs livres, qui ne pourraient pas vivre, qui seraient éjectés du système.
ceux qui n'atteignent jamais leurs avances. Je sais pas si je suis très claire. En tout cas, c'est très complet. Parce qu'en fait, ça demande tout. Parce que je déteste quand les illustrateurs, les illustratrices me disent ah non mais c'est trop compliqué. Non mais nous c'est une question qu'on voit de temps en temps dans notre communauté. Et donc très honnêtement, je préférerais donner 10%. Je pourrais parce qu'en fait je donne 10%. Mais ce serait en fait pour l'instant c'est ceux qui marchent qui en fait c'est comme ça. C'est ça. Je parlais tout à l'heure d'équilibre. C'est ceux qui marchent qui en fait gagnent moins d'argent proportionnellement et ont moins de pourcentage que ceux qui ne marchent pas. Je me fais comprendre. Ah, oui. C'est-à-dire que ceux qui vendent vraiment leurs livres, ils ont vraiment que leurs 7%. Ceux qui ne les vendent pas, d'accord, en fait, ils ont beaucoup plus que leurs 7%. Bon, même si on donc il faut prorata, on parle en prorata. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on regarde les chiffres réels, et moi j'en veux beaucoup à la charte des auteurs et des illustrateurs de ne pas avoir abordé ce sujet-là, ce sujet de l'avance sur droit. Après nous, il y a une autre question qu'on peut se poser en tant qu'éditeur. Donc en jeunesse, on a vraiment ce truc crucial, donc de l'avance sur droit, effectivement, parce qu'il y a quand même plein de maisons adultes où en fait, si vous êtes nouveau, bah en fait, on vous donne quasiment pas d'avance sur droit. En fait, vous avez 300 € d'avance sur droit. Par contre, c'est chez les c'est romans. dur. Enfin, je veux dire, ça arrive si vous n'en avez jamais fait. On a aussi le problème qu'on a plusieurs auteurs sur un même livre. Et enfin, il y a un problème, et c'est là-dessus que nous, je pense qu'on pourrait réfléchir plus. C'est le prix des livres. C'est-à-dire qu'on est sur des prix qui sont très bas en réalité par rapport à la fabrication, par rapport à tout ça. Et donc, on est un peu coincé par ça. Les livres pour adultes, les romans, proportionnellement, ils sont beaucoup plus chers, en fait. Et nous, il y a une espèce de seuil au-delà duquel on peut difficilement aller. Et c'est vrai que si tout le monde augmentait le prix du livre, du coup, on augmenterait aussi notre marge. Et fatalement, on pourrait à ce moment-là donner plus, mais il faut qu'on augmente tous. C'est ça qui est un peu compliqué. Puis après, il faut des gens pour les acheter à des prix incroyables. Voilà, alors parfois, c'est une vaste. C'est pas donné un album. C'est une vaste question. À un moment, j'avais entendu parler d'une solution où il y aurait une somme comme ça forfaitaire qu'on donnerait systématiquement à l'auteur indépendamment, mais ça veut dire que ce serait une usine à gaz, hein, mais c'est-à-dire qu'on donnerait systématiquement, par exemple, 50 centimes qui irait direct à l'auteur, voilà, par livre, voilà, tac, poum, 50 centimes qui lui va à lui. C'est-à-dire que tous on serait obligé d'augmenter, mais en même temps, je pense que du coup, il y a des éditeurs qui impriment beaucoup de livres à la fois, qui baisseraient leur prix. Enfin, bon, c'est compliqué, mais moi, j'ai des auteurs qui gagnent bien leur vie. Enfin, voilà, je fais des chèques. Après, ce que je pense, c'est que, toujours pareil, nous, parce qu'on me dit souvent, mais toi, t'arrives à en vivre. Bah oui, pourquoi j'arrive à en vivre ? Parce que j'en fais entre 10 et 15. Si toi, t'en fais 10 ou 15 dans l'année, tu vas vivre beaucoup mieux que moi, en fait. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent que moi. Et personne n'arrive à faire 10 ou 15 livres. Enfin, si, il y en a qui arrivent 10 ou 15 livres dans l'année. Non, mais c'est ça, le problème. Bien sûr. Mais c'est en fait, c'est pas qu'on est pété de thunes par rapport aux auteurs, c'est juste qu'on en fait beaucoup, nous. C'est sur la quantité. Enfin, qu'on en fait beaucoup. On en fait 10 ou 15, quoi. Ouais, c'est très logique. C'est sur la quantité qu'on y arrive. Et sinon, on n'y arriverait pas. Hein. Si on en faisait que 2, enfin, si on en fait, sauf s'il marche très très bien. Puis il y a aussi autre chose, c'est que là, il y a le fond qui marche. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a beaucoup de titres au catalogue qu'on vend les livres du fond et petit à petit, donc il y a ça aussi. Je pense que les auteurs qui ont beaucoup de livres et qui cumulent tous les droits d'auteur chaque année, des livres qui continuent à marcher, même un petit peu, bah, en fait, petit à petit, ça augmente. Le truc qui est compliqué, c'est quand on sort de l'école et qu'on veut vivre tout de suite de l'édition. Ça me semble je pense qu'on est impossible. Je pense qu'on c'est est bien que d'accord tu le là-dessus. dises, parce que il y a beaucoup de personnes qui en rêveraient au final. Mais après, il y a aussi, mais c'est vrai que c'est vrai aussi des éditeurs. Il y a beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices, hein, mais vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il y en a peut-être, je sais pas, 5 fois plus qu'autrefois. Ouais, bien sûr, ouais. Mais, Oui, bien sûr. Le marché est saturé. 10, quoi. Mais il y a aussi beaucoup d'élèves, éditeurs, éditrices qui débarquent sur le marché aussi. Hein, beaucoup trop aussi. C'est totalement c'est pas en adéquation avec le marché, quoi. D'ailleurs, on a cette question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des auteurs, illustratrices à la recherche d'un éditeur à l'occasion du salon ? Je comprends pas la question. Qu'est-ce que tu veux dire ? Enfin, On la refait. On va la refaire.
En fait, est-ce que alors comment on pourrait- Si un auteur faire illustrateur cherche un éditeur et qui vient au salon dans l'espoir de se faire éditer, Alors, quel conseil tu donnerais, genre le si conseil, parce que au salon pour de le Montreuil coup, ou quelque le que ce salon, soit. il est hyper important pour une chose fondamentale, c'est d'essayer de se situer dans le paysage. Oui. C'est-à-dire que c'est pas forcément le lieu où tu vas rencontrer l'éditeur, où tu vas présenter ton livre, Peut-être que si, mais par contre, ce qui est essentiel, c'est que tu saches te situer. Te situer, ça veut pas dire aller vers l'éditeur que tu aimes. Alors peut-être ça, c'est compliqué, je me rends pas compte. Mais Si, Ouais. continue, toujours- c'est très je intéressant. suis toujours absolument ébahie par des gens qui m'écrivent en me disant j'adore ce que vous faites et je pense que vraiment ce que je fais, ça va vous plaire. Et je vois le truc et je me dis mais comment il a pu penser une seconde que ça allait. Alors souvent les illustrateurs me disent mais oui mais en fait c'est parce que vous faites des choses très différentes, du coup on n'arrive pas à savoir, on se dit qu'on peut vous plaire. Mais ça, je pense que ça vient avec la maturité aussi. Le fait de savoir, de se reconnaître dans un catalogue. Je sais pas comment ça marche, je sais pas pourquoi les gens y arrivent si peu. Moi, ça me semble évident que non, c'est pas pour moi, quoi. Et ça, c'est fondamental. Peut-être que dans les écoles, on leur apprend pas assez à étudier les catalogues. Les Et pour lignes, ça, les ouais. salons, ils sont super intéressants. Parce que c'est assez rare. En librairie, tout est mélangé. Donc, on peut ne pas... Où ils se rendent compte, en fait, Voilà. de la cohérence ou pas. En Ouais. fait, Alors tu parles que- des lignes éditoriales en fait. Alors qu'à Montreuil, à Ouais, l'intérieur c'est des ça. lignes. Oui, c'est ça. alors qu'à Ouais. Montreuil, tout est là. Oui, il y a tout le, Et tout le bah fond sur la parce que, table, toutes voilà, les nouveautés. en quelques jours, en fait, on peut faire tout le tour de ce qui a été produit Et dans surtout, l'année. Tu le vois par maison. Donc Oui. tu vois vraiment la marque. Ouais, c'est visuel. Donc ouais. tu identifies On passe d'un très stand à l'autre, facilement donc ça fait- voilà. visuellement Mm. les livres de chaque maison. Et c'est pour ça que les salons sont importants pour les futurs illustrateurs, illustratrices. C'est d'essayer de voir pas dans quelle famille il aimerait être, mais dans quelle famille il est. C'est pas tout à fait pareil. Parfois c'est pareil, mais parfois non. Et ça c'est important parce que oui, moi, ça m'est arrivé de trouver un travail pas du tout pour moi, parce que trop classique. Mais en revanche, il y a plein de maisons chez qui ça pourrait aller, quoi. Bien sûr. Alors on me dit, ah bah oui, d'accord, tu lui as dit d'aller chez Fleurus ou d'aller dans une maison religieuse, ça m'est déjà arrivé. Bah oui, mais pourquoi pas, en fait. Bah oui, c'est pas grave, quoi. Bon, on a déjà bossé, nous, pour des maisons Bah, comme évidemment. Fleurus, pour Pèlerin. on a déjà fait. On a fait. On a Ouais, fait. mais après, oui, mais il y a en fait, en plus, je dis ça, mais dans Ça le me groupe fait Bayard, moins rêver. Hein. Maintenant, oui. oui, tu peux travailler pour. Bon. Et Jérémy, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de la boîte à boxons. Alors en fait, cette saison, dans Sens Créatif, on a une boîte à boxons et dedans, en fait, il y a 21 questions au départ. Et chaque fois qu'on reçoit, aucun invité nous reçoit, parce que là c'est le cas aujourd'hui chez les Fourmis Rouges, on propose de tirer donc une question au hasard dans cette boîte. Il y a des questions sur la créativité, des questions sur la transcendance et des questions sur le chaos. Wow. Alors il me faut une main innocente. Trop de pression. Donc moi, Laquelle de vous deux? Et vous allez Oh la vache. Elle, innocente, faites-moi rire. Vous allez pouvoir répondre l'une après l'autre, donc vous allez tirer qu'une seule question, parce qu'en fait, chaque fois qu'on retire une question, elle n'est plus jamais posée. ok, waouh, la pression. Alors, il y a une petite pastille de couleur. Jaune. C'est une pastille jaune, donc c'est une pastille créativité. Non, il est Oh toujours my super God. attaché à ce code couleur, il le précise à chaque fois. Le cerveau est-il une prison pour les images? Vous avez 4 heures. C'est ça. Le cerveau est-il une prison pour les images? Mais c'est une question pour Rosanne ou pour moi? Non, pour vous deux. Pour nous deux. Ouais, Ah. compliqué. On va aller se prendre un petit café. C'est En fait, pas- à quel point ce qu'on voit, en gros, conditionne ce qu'on crée ensuite, c'est ça ou... Mais- Enfin, à quel point on est influencé par les images En qu'on voit au aucun quotidien. cas, le cerveau n'est une prison. Au contraire, Mhm. c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui peut essayer, mais le cerveau n'est pas une prison. Et si en plus il reçoit des images, c'est pas du tout une prison. Il va en faire autre chose. C'est-à-dire que c'est juste un lieu de passage, un cerveau. Ça prend, ça reçoit, ça fait grandir et ça ressort quelque chose. Donc, moi, je ne pense absolument pas que le cerveau soit une prison. Je crois pas. Je crois qu'au contraire. Oui, ce que tu disais aussi au début par rapport aux enfants, enfin l'envie d'apporter aux enfants le fait de lire, enfin d'avoir envie de lire, aussi le fait de développer leur imaginaire, vraiment quoi. Enfin, je trouve que les albums jeunesse pour ça c'est quand même la meilleure chose quoi. Ah bah, sur ces bonnes paroles. Ouais,
On peut pas mieux finir, Non, je c'est crois. sûr. J'avais compris qu'on en tirait une chacune. J'ai pas du Ah non, tout non, c'est compris. une parce que question j'en ai pour pas les deux. Voilà, c'est ça, c'est ça. On a calculé. Eh bien, Valérie Rosen, un grand merci pour ce temps. C'était hyper cool. Merci de nous avoir Merci. reçus C'est chez un super vous. bon moment. Ouais. Bon, c'était bah, super. merci à vous d'être venus jusque-là, tout ça. Merci. Et longue vie aux fourmis rouges. Ah ouais, longue vie. Ah oui. Ah, on souhaite que ça aille 100 ans et plus, comme tu disais. Ce serait Des trop bien. vieilles Sans fourmis. nous, peut-être. hein. Merci Rosanne, merci Valérie. Merci. Merci. C'était notre épisode avec Valérie Cussaguet et Rosen Sanson. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a passé un excellent moment. Bah pour moi c'était des retrouvailles déjà pour commencer avec Valérie parce que ça faisait quand même de nombreuses années qu'on s'était pas revus. Ça faisait combien de temps? Voilà, tu me poses une colle, mais je pense que non on était bien sur plus de 10 ans quoi. Waouh. Quand même. Moi, c'était hyper chouette, ouais. Ouais, plus de 10 ans si c'était pas plus proche de 20 ans. Bon, bah du coup, si vous ne connaissez pas encore les Fourmis Rouges, on vous invite à les suivre sur Instagram, à visiter leur site internet et puis acheter un de leurs livres. Ouais, puis allez les voir aussi sur les salons parce qu'il y aura le salon de Montreuil à nouveau l'année prochaine, elles seront encore là, elles sont toujours là. Maintenant, vous connaissez tous les tips pour les approcher, vu qu'on en a parlé à la fin de l'épisode. Ouais, là je pense qu'il y a de quoi faire. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Guillaume Denot, qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Dans les dents. Salut, je suis Guillaume Denot, aka Dans les Dents, illustrateur et membre du Patate Club. Lorsque j'ai découvert le podcast Sens Créatif pour la première fois, j'ai tout de suite adoré et j'ai dévoré tous les épisodes qui à chaque fois me donnaient grave la patate. Et ça tombait plutôt bien, car j'ai alors découvert qu'il y avait toute une communauté de créatifs qui s'étaient réunis sous le nom de Patate Club. Adhérer au Patate Club m'a donné l'occasion de soutenir financièrement Sens Créatif. Ça débute à 5 € par mois et ça permet au podcast de continuer d'exister en aidant Jérémy et Laurent qui sont hyper motivés et qui se donnent à fond. Mais l'adhésion au Patate Club, c'est pas que ça. Ça m'a aussi ouvert les portes du Discord, un lieu d'échange super bienveillant avec toute une communauté de créatifs. On peut échanger, s'entraider sur plein de sujets différents et y trouver beaucoup de réponses à tous nos questionnements et c'est plutôt cool sachant que dans nos métiers on est parfois un peu isolé. Que ce soit une galère sur un devis, avoir un avis sur un taf en cours, reprendre confiance, bref, tout ce qui peut t'aider dans ton quotidien, tu trouveras quelqu'un avec qui en parler sur le Discord. Il y a également des événements et des projets concrets qui s'organisent, comme une fresque collaborative, des expos, et même un fanzine est en train de voir le jour. Si tout ça te donne envie et que tu veux en savoir plus sur le Patate Club, je t'invite à aller faire un tour sur le site patateclub.com. Et pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créative, rendez-vous sur patreon.com/senscreativepodcast. Ou alors tu peux aussi cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Allez, salut! Vous pouvez partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez nous mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait plaisir, plus un commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter où on parle également du boxon créatif. Ouais, et je ne cesserai de le dire, ça déchire. Merci. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les notes de cet épisode sur le site senscreatif.fr. Je prends tout le temps de bien noter tout ce dont on a discuté, donc si vous voulez de la documentation, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Un immense merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast et également à Morgane Prudhomme du Studio Module pour le montage de cet épisode. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et